Laissez-moi. Ne restez pas là. Si vous saviez combien de fois j'étais amoureux. De qui? De la femme que je vois en rêve. Donnez-moi la main, je vous accompagne chez vous. Fais attention, Marthe. Les garçons savent très bien manœuvrer les filles, et quand ils en ont assez... Je sais, maman, je sais. Les laisse tomber. Je serai là-bas au même endroit, demain soir à la même heure. À demain. Vous savez pourquoi je suis si contente? Je vous aime parce que vous n'êtes pas tombé amoureux de moi. Marthe. 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 Pourquoi ne pas dire franchement ce qu'on a dans le cœur? Alors, Robert Bresson, j'ai pas les dates de naissance et de mort. Son dernier film date de 82 ou 3, donc L'Argent, et je crois qu'il est mort une dizaine d'années après. Voilà, petite information sans intérêt. Je crois qu'il voulait faire son dernier projet, c'était la Genèse. Ni plus ni moins, le truc de la Bible. Voilà, c'est un cinéma qui est souvent marqué par le fait religieux, par le paradigme religieux. Est-ce que ça apparaît tant que ça dans 4000 rêveurs? Faudrait voir. On y viendra peut-être. Bon, on va commencer par un truc simple, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on vient de voir, en fait? Qu'est-ce qu'on vient de voir si on voulait le ramener à des coordonnées simples? Plutôt de commencer tout de suite par Bresson, La vie, la mort. Bon, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un film. On a vu un film. On a vu un film qui se passe dans la ville. Voilà. C'est un petit peu la structure a priori et a posteriori de ce film. Ça se passe dans une ville. Bon, on pourrait dire. C'est pas, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Oui, enfin, quand même, on note que ça se passe dans la ville. Et ça se passe vraiment dans la ville. C'est-à-dire qu'il y a des films dont on se dit, bah oui, on nous signifie par moments, par quelques plans larges sur la ville, Bordeaux, Lyon, Paris, New York, que ça se passe dans une ville. Mais en fait, ça se passe dans des studios. Voilà. Là, on est vraiment dans la ville. Souvent, d'ailleurs, les gens sont dans la rue. Il y a quelques passages en appartement, bien sûr, mais l'essentiel se passe dans la rue. Jacques et Marthe ne se connaissent que dans une rue, ou presque, oui, ne se connaissent que dans une rue. Et sur un pont, le pont Neuf, qui nous est notifié comme tel, ce qui est pas rien. On n'est pas obligé toujours de caractériser, en tout cas de nommer les lieux qu'on est en train de filmer. Apparemment, Bresson y tient. C'est comme ça qu'un peu... ce qui me laisse penser que de commencer par là est important, et faisait partie du projet de Bresson, était partie prenante du projet de Bresson, en faisant ce film-là, c'est le prologue qui est à la campagne. Alors c'est une petite virée à la campagne de Jacques, qui sert à rien. Il y va, il revient, ça sert à rien. Narrativement, il n'en sera jamais question, ça n'aura jamais aucun poids, de quelque manière que ce soit. On peut dire que ça permet de caractériser le personnage, oui, c'est vrai, d'une certaine manière, mais enfin quand même, c'est très étrange cette petite escapade à la campagne. Et moi je me dis que si Bresson commence comme ça, c'est pour qu'on sente mieux à quel point on sera dans la ville. Voilà ce que je me raconte. Et qu'en fait, on en fait en tout cas l'expérience sensorielle. Nous allons, voilà, qu'est-ce que ça fait de rentrer dans une ville? Qu'est-ce que ça fait d'être dans une ville? D'un point de vue vraiment sensible. C'est très important. Bresson est un cinéaste du sensible. Ce qui n'est pas exactement sa réputation. Lui-même a écrit de la théorie sur le cinéma, enfin un petit truc qui s'appelle Notes sur le cinématographe, qui est beaucoup lu comme une sorte de bréviaire, qui est très intéressant d'ailleurs, qui était d'ailleurs essentiellement à son propre usage. Et bon, parfois il arrive qu'on puisse faire la théorie de Bresson et résumer les axiomes théoriques du bressonisme. Moi, je pense que c'est d'abord un cinéaste sensible et qui fonctionne d'abord comme ça, peut-être comme tous les artistes. Et donc, quand il situe son film dans la ville, ce qu'il veut vraiment, c'est nous faire éprouver ce que c'est qu'une ville. Et c'est vraiment par des choses sensibles qu'il passe. Par exemple, il passe, c'est quoi la ville? C'est la ville, soyons toujours très simples.
qu'est-ce que c'est que la ville en 71, comme maintenant, et comme 20 ans avant, et comme 20 ans après? C'est un truc où il y a des bagnoles. Voilà. Un lieu où il y a des voitures. Ben, c'est pas rien de dire ça. C'est pas... Surtout que Bresson est sans doute assez âgé dès ce moment-là pour avoir vu, non pas l'avènement de l'automobile, il ne faut peut-être pas le vieillir plus qu'il n'est, en tout cas le moment où vraiment les villes ont été conquises par l'automobile, et que vivre en ville, c'était vivre dans l'automobile. Je dis automobile en utilisant ce terme un peu désuet, mais qui avait cours à l'époque. Bon, ben ça, il va nous faire ressentir. Dans ce film, il y a des bagnoles tout le temps. Ça commence comme ça. D'ailleurs, on est sur le périph'. Peut-être que s'il fait voyager Jacques jusqu'à la campagne, enfin, s'il invente ce petit périple à la campagne de Jacques, c'est peut-être d'abord pour filmer le périph'. Parce que le périph', c'est quand même un lieu où ça passe, quoi. Donc il fait du stop sur le périph', comme font pas mal de gens sur une des portes, quoi, de sortie de Paris. Et alors là, ça y va sur la bagnole, quoi. Ça y va même sur la bagnole au carré, genre des camions, des bus. Il y en aura partout, tout le temps. Voilà. Donc c'est une caractérisation sensible et qui est très juste par ailleurs. C'est ça, faire l'expérience de la ville quand même. Tous les gens qui habitent à la campagne le savent. C'est quand même ça qui leur saute à la gueule quand ils arrivent à la ville, c'est ça, c'est les bagnoles. Alors on espère qu'il y en aura de moins en moins, mais pour l'instant il y en a encore beaucoup. Et à l'époque, encore beaucoup. Encore plus que maintenant. Bon. Et alors qu'est-ce que la caractéristique de l'automobile? C'est que ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Alors le bruit des voitures, c'est vraiment un truc de Bresson. Il faut savoir que Bresson, c'est pour ça que j'insiste un peu sur la ville, c'est que c'est peut-être aussi à la lumière de son œuvre, c'est que, chose qui est trop peu dite d'ailleurs, parce qu'elle est presque trop évidente, mais la dernière partie de l'œuvre de Bresson se passe en ville, elle se passe à Paris. Alors ce n'était pas du tout le cas de ses premiers films, en tout cas à Pickpocket excepté. Il a beaucoup tourné quand même dans une espèce de France rurale, où, voilà, par exemple le journal d'un curé de campagne, et puis Mouchette, ça se passe à la campagne aussi, au hasard Balthazar, où on circule plutôt, bon, etc., etc. Et je note que dans les 4 de ces 5 derniers films se passent à Paris. Bon, c'est pas grand-chose, mais je le note quand même. Et je pense que ça l'intéresse de situer les choses comme ça. Tiens, on va aller dans la ville et on va essayer de faire éprouver ce que c'est. Et c'est ce truc où il y a des bagnoles, et les bagnoles font du bruit. Et donc, quand il y a des bagnoles à l'écran, et il y en a tout le temps, et bien, quand il n'y a pas de bagnole à l'écran, il y aura toujours le bruit des bagnoles, donc le bruit des moteurs. Alors, vous avez sans doute eu, comme vous avez l'oreille fine, vous avez bien vu que la grande majorité des sons dans ce film sont mixés. On pourrait appeler ça de la post-synchro. Alors je ne sais pas si c'est exactement le cas des voix tout le temps. Ça, j'ai du mal à... Mon oreille n'est pas assez fine. Mais en tout cas, les sons sont en général mixés. Je pense que ça s'entend. Ça ne se cache pas de l'être, ce qui est très important. Et souvent mixé fort. Et donc, il a tendance à mixer assez fort les moteurs, quoi. Sans doute, alors on pourrait dire, c'est un côté un peu, non pas réactionnaire de Bresson, mais peut-être un peu conservateur, de dire, mais c'est ça la modernité, quoi. La modernité, ça fait du bruit. La modernité industrielle, c'est le truc qui fait du bruit, quoi, qui casse les oreilles. C'est pas possible, quoi. C'est horrible ce son, c'est agressif. Voilà. Donc je pense qu'il y a cet élément-là, bien sûr. Mais c'est aussi tout simplement un élément de caractérisation presque objective des choses, quoi. Bon, ben voilà, la vie, ça fait du bruit. Et donc je vais mixer un peu fort, le plus fort possible, pas le plus fort possible, mais assez fort en tout cas, pour que ça devienne pratiquement un personnage en soi, quoi. Les bagnoles, elles sont là et elles se posent là quand elles apparaissent. Et il y a une autre chose qui est mixée fort dans le film, mais ça c'est la marque de fabrique de Bresson. Tous les Bressoniens savent ça, enfin tous les gens qui sont assidus de son cinéma, c'est les pas. Alors, les pas, les gens qui marchent pas. Et il y a une espèce de vision un peu théorique de quand les gens marchent, vous voyez que le son est mixé. Moi j'ai même pensé parfois à des trucs qui ressemblent à du Tati. Tati est un grand mixeur aussi. Beaucoup de choses reposent chez Tati sur le bruitage. Je ne sais pas si Bresson connaît Tati, j'imagine que oui, ils sont contemporains. Bon. Est-ce que Tati connaît Bresson? C'est possible. Mais en tout cas, oui, un mixage son qui est presque comique par moment dans 4000 un rêveur. Mais vous trouverez la même chose dans Une femme douce, qui est un film un peu précédent, juste avant. Donc, voilà, les pas s'entendent, quoi. Quand quelqu'un passe, vraiment, on a l'impression que tout le monde a des talons dans ce truc-là et que tout le monde marche sur un plancher, quoi. Et justement, tout le monde, parce qu'il y a un truc théorique qu'on peut dire sur les pas chez Bresson, ça m'est arrivé de le dire par moment, quand justement je pensais que Bresson ne saurait se saisir que théoriquement. C'était un peu toujours l'idée que, comment dire, ce qui est frappant chez Bresson, c'est qu'il raconte toujours des processus. Vous aurez par exemple remarqué, pour être toujours un peu précis dans la morphologie des films, qu'il y a très peu de scènes longues chez Bresson. En tout cas, dans 4000 un rêveur et en général chez Bresson. Puis il y a très très peu de scènes
étiré. Il y a beaucoup de petits fragments, c'est des petites scénettes, parfois c'est vraiment des trucs qui durent 4 secondes, parfois 12, parfois 1 minute, bon, très peu d'étirements. Ce qui intéresse Bresson fondamentalement, c'est les processus, c'est plutôt l'enchaînement des scènes, et qu'est-ce qui est à l'œuvre quand les scènes s'enchaînent, quoi. Qu'est-ce qui meut tous ces gens, qu'est-ce qui fait que l'histoire avance, quoi. En tout cas, il y a quelque chose qui est en marche tout le temps, et c'est pour ça qu'on pourrait dire que cette insistance sur les pas, bon, peut signifier analogiquement que quelque chose est en marche. Un peu comme on le dit parfois des portes chez Bresson, il y a beaucoup d'ouvertures de portes et de fermetures. Dans 4000 d'un rêveur, on est sur un petit niveau de porte. Il a fait beaucoup mieux. Je pense que dans Une femme douce, par exemple, il y a beaucoup plus de portes. C'est vraiment là, il était au sommet. Il était au sommet de son génie de la porte. Donc on filme des gens qui ouvrent des portes et qui les ferment. Bon, bah, c'est pareil, quelque chose est en marche. Quelque chose avance. Il y a des actes qui font qu'il y a un avant et un après. Avant, j'étais de ce côté-là de la porte, après, je suis de l'autre côté. Quelque chose avance. Ok. Moi, je pense quand même que ça ne vaudrait cette analyse que si on ne bruitait que les pas des héros, des personnages principaux. Et ce n'est pas le cas. Là, on bruite tout le monde, on bruite les passants. Et je crois que là, il y a quand même un truc beaucoup plus concret qui est de dire je veux faire exister et rendre sensibles les passants. Voilà. Parce qu'une ville, c'est aussi ça. Une ville, c'est un truc où il y a des voitures, il y a des moteurs, il y a du bruit, et il y a du monde. Il y a du gens qui passent tout le temps. Il y a des passants, et ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent. Et donc, vous avez dans énormément de scènes du film où vous avez des passants, et c'est pas pour faire réaliste, hein, c'est pas le genre de Bresson de faire passer les gens à l'arrière-plan en se disant bah voilà, ça fera un peu réel. Non, non, quand ils passent quoi. Ils passent et ils y consacrent du temps, ils y consacrent du bruitage. Donc ça passe, quoi. Donc bon, on est soumis à cette espèce de régime sensoriel, régime sensible dans une ville. C'est tout ça, c'est du bruit, c'est des gens qui passent, c'est des voitures qui passent. Voilà. Alors ça, je pense que c'est vraiment la structure matérielle englobante du film. C'est à partir de là que tout passe, avec peut-être des questions du genre, comment dire, je pense qu'une vraie question de Bresson, c'est qu'est-ce que ça fait de vivre en ville? Qu'est-ce que ça fait aux humains de vivre en ville? Parce qu'encore une fois, il a peut-être un peu l'âge de continuer à se le demander, pour avoir vu peut-être les villes prendre un certain essor. Donc il a encore la fraîcheur de se dire, c'est pas rien qu'en fait d'habiter en ville. Nous, ça nous paraît, notamment nous tous ici, je pense qu'on doit être la plupart citadins. Qu'est-ce que ça fait aux humains en fait de vivre dans ce contexte-là, dans ce bain sonore? Parce que c'est vraiment un bain, c'est vraiment quelque chose qui est là, qui nous englobe. C'est une structure englobante. Beaucoup de scènes sont construites pour nous faire éprouver le caractère englobant de la ville. Beaucoup de scènes commencent par exemple car on est d'abord sur un élément de la rue et Jacques ne fait que rentrer dans le plan. Alors c'est relativement scolaire de faire des choses comme ça, mais ici c'est systématique. Par exemple, il y a une scénette qui commence par du jaune sur le bitume, du jaune de signalisation. Et puis après, hop, on a Jacques qui rentre dans le champ, puis on va suivre Jacques. La ville est toujours première. Il y a vraiment une scène où c'est particulièrement frappant. C'est une des dernières scènes, celle qui va ouvrir en fait la dernière séquence, la séquence avant l'épilogue étant pour moi dans l'atelier. La dernière séquence, c'est la séquence de revirement de Marthe, qui va passer de nouveau d'un homme à l'autre, de Jacques à l'étudiant. Il n'y a même pas de prénom. Et donc cette séquence qui dure, je ne sais pas, 5-10 minutes, peut-être 5 minutes seulement, qui passe par le café, etc. Elle commence par un plan sur le feu de signalisation, un feu vert qui passe au rouge. On est plutôt en gros plan dessus, enfin semi-gros plan. Voilà, on commence par ça. Et puis tiens, Jacques et Marthe qui viennent de se découvrir un amour réciproque, ça y est, ils sont un couple. Ils passent dans le champ, ils entrent dans le champ, alors du coup la caméra les suit, donc elle épouse un peu leur marche comme ça, et puis hop, ils sortent du champ. Bon, si on prend au pied de la lettre ce truc-là, c'est que vous avez la ville, au commencement était la ville, le décor urbain, les personnages rentrent dans la ville, rentrent dans le décor qu'on a posé pour eux, et après ils sortent du champ et la ville reste, quoi. Au commencement est la ville et à la fin aussi. Mais en fait, toutes les scènes sont un peu construites comme ça, de façon suffisamment systématique que je puisse m'y arrêter. Et après, si vous continuez cette séquence-là, c'est celle vraiment, leur dernière virée dans la ville, qui va se terminer encore une fois par l'échange, ou par la permutation. Ils se retrouvent tous les deux devant une boutique. Là, Marthe a quelques mots comme je t'aime ou je voudrais t'aimer ou je t'aime tant, des trucs comme ça. Elle est devant une boutique. La caméra est plutôt à quelques mètres, je dirais, des personnages, qui permet aux passants de passer devant, au premier plan.
Et évidemment, on entend des moteurs, et évidemment, il y a des bagnoles qui passent. Et dans toute cette séquence, il y a quand même un truc qui est très frappant. C'est-à-dire qu'imaginez que vous êtes un scénariste, vous êtes un cinéaste, vous avez cette scène à tourner. La scène dit, Marthe est est avec Jacques, c'est un couple, voilà, c'est nouveau. Ils croisent l'étudiant et Marthe se précipite dans les bras de l'étudiant et Jacques est comme un con. Comme un con ou pas d'ailleurs. Bon, vous pouvez la mettre partout dans la ville, vous pouvez la mettre sur le Pont-Neuf, vous pouvez la mettre, je sais pas, c'était possible. Là, vous l'aurez ressenti, vous l'avez vu, comme moi, c'est très simple. Il y a un monde fou. On peut dire, c'est normal, c'est le soir, c'est les Champs-Élysées. Oui, t'aurais pu le mettre ailleurs. Donc il voulait qu'il y ait du monde à ce moment-là. Il voulait que les trottoirs soient surpeuplés. Il voulait que ces deux corps nous paraissent totalement encombrés, quoi. Enfin, que les trottoirs nous paraissent encombrés et qu'eux paraissent presque à l'étroit. Comme s'il y avait quelque chose, comme si c'était la ville qui était en train de créer ce dénouement-là. C'était la ville elle-même qui était en train d'opérer, qui était le vrai opérateur de cette affaire. Et que ce sont des personnages dont l'amour est affecté, dont l'histoire d'amour est affectée par le contexte dans lequel il évolue, c'est-à-dire un contexte, je veux dire, encore une fois, sensible, quoi. Je veux dire, vraiment tout truc où vraiment il se passe tout un tas de choses, une espèce de foisonnement. Je pense qu'on pourrait très bien se dire que la question du film, une des questions du film, mais encore une fois qu'une question qui paraît très théorique, mais qui pour moi est très concrète, c'est qu'est-ce que la ville fait à l'amour ? Qu'est-ce que la ville fait à l'amour ? Est-ce qu'il est encore possible de s'aimer dans une ville ? C'est-à-dire dans la modernité, je veux dire, l'une étant la métonymie de l'autre. Alors il faut regarder ça, parce qu'on en a un élément, encore une fois, extrêmement concret, c'est l'histoire de Jacques, ce qui s'appelle l'histoire de Jacques. Bon, ce qui est intéressant, c'est que Jacques n'a pas d'histoire, mais on appelle quand même ça l'histoire de Jacques. Alors il raconte ça, c'est la première rétrospection du film, après qu'ils se sont rencontrés sur le pont. Ah tiens, mais qui êtes-vous, Jacques ? Eh bien, je vais vous raconter. Bon, en fait, j'ai rien à raconter. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit un type, Jacques, qui rentre dans son appartement, puis après très vite on le retrouve dans une séquence où il est dans la rue, parce qu'on dirait qu'il passe sa vie dans la rue, parfois dans son atelier quand même, enfin dans son appartement-atelier. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans la rue ? Il est alpagué, il est aimanté par une femme qui rentre dans une boutique de vêtements. Alors, Jacques se balade, une femme passe dans le champ, Jacques la suit, et Jacques la scrute à travers la vitrine. Ok. Et puis Jacques repart quand même. Bon. Il y a eu un échange de regards, mais enfin, ça ne donne pas grand-chose. Et là, Jacques croise une blonde. Alors, c'est tout à fait bien signifié, d'ailleurs, parce qu'il sort du champ, puis en fait, il re-rentre dans le champ comme s'il était aimanté par elle. Et alors, il suit cette blonde qui rentre dans un bus, et les portes se referment. Là, de nouveau, un regard, il ne se passe rien. Bon, alors, qu'est-ce qu'on voit, là, concrètement encore ? Une espèce de sujet masculin. Alors, et vraiment, je vous donne rendez-vous dans 3-4 mois quand on fera L'amour l'après-midi, quand je présenterai L'amour l'après-midi de Rohmer. Vraiment, il y a Alors, on pourra faire L'amour l'après-midi et après, on regardera le film. Je trouve que c'est toujours un beau programme, quand même. Je ne me suis pas rendu compte de ce que je faisais, je m'excuse. En tout cas, L'amour l'après-midi est très très proche. Enfin, je suis sûr que Rohmer a vu 4000 rêveurs, parce qu'on a à peu près un même mec qui est pris comme ça dans la profusion citadine. Et qu'est-ce que ça veut dire pour un homme de se balader dans la rue à Paris ? C'est être constamment sollicité par le passage des femmes. On peut le dire que c'est un peu masculocentrique de le dire comme ça, mais en tout cas, c'est bien ce que nous montre Bresson. Et donc, c'est comme si, à chaque fois, voilà, bon, il est pris dans des stimuli. Des stimuli sensoriels ou érotiques permanents à le rendre dingue. Je vais là. Bon, après, on aura un peu plus tard, d'ailleurs, à peu près la même chose, et qu'une femme qui sort. Là, c'est pareil. Souvent, on commence par la bagnole, on commence par le bitume, puis la bagnole qui se trouve être une Rolls. Et puis, une femme en sort avec une espèce d'énorme bracelet. Enfin, pas bracelet, mais comment on dit le truc qu'on met là ? C'est pas bracelet. Une ceinture, évidemment. Alors... Le mec qui a aucun vocabulaire, quoi. Et donc une ceinture, qui est comme souvent chez Bresson, il force un peu le trait. Mais j'expliquerai tout à l'heure ce que veut dire forcer le trait chez lui. Et donc cette ceinture est un peu au-delà du réel, mais il y a quelque chose qui se montre comme ça. Alors évidemment, qui crée tout de suite une connotation entre... Évidemment, la tentation des femmes, c'est aussi un peu la tentation de l'argent. Enfin, il y a un truc comme ça, une espèce de système de schémas mentaux et de vieux motifs qui s'agitent comme ça, qui fait que la tentation, comment dire, la tentation des femmes, ou ce qui vous vient comme ça quand vous baladez dans la ville et qui en permanence est assailli par le passage de passantes
jolie, érotique, en tout cas que notre regard érotise, que le regard masculin érotise, revient un petit peu à des vieilles tentations par rapport, c'est le veau d'or, quoi, un petit peu, vous voyez, pour reprendre un terme un peu biblique qui fait partie de l'imaginaire de Bresson très clairement. Hein, je veux dire, on peut aller par là. Moi, je pense que d'ailleurs, il y a chez Bresson, et c'est là qu'il est très dostoïevskien, et qu'il n'y a pas besoin d'avoir lu Les Nuits Blanches pour le savoir, il a déjà adapté Dostoïevski. Hein. Pickpocket est une adaptation de Crime et Châtiment, en fait. Une adaptation très lointaine, mais une adaptation quand même. Donc c'est un grand lecteur de Dostoïevski. Et il a compris une des quintessences de Dostoïevski. En tout cas, c'est ce que je me suis dit en voyant le film. Je me suis dit, mais oui, mais en fait, finalement, le roman du 19e, ça aura été un peu ça aussi. Ça aura été, désolé d'insister un peu là-dessus, mais je pense que c'est vraiment très, très juste, si je peux me permettre, en tout cas pas complètement à côté de la plaque, c'est que le roman du 19e, on dit souvent, c'est des héros idéalistes qui vont se cogner au réel, quoi. Bon, c'est chez Stendhal, chez Balzac, chez Flaubert, pour ne prendre que les Français. Et c'est ce qui a lieu aussi chez Dostoïevski et dans le roman russe. Mais c'est aussi des motifs qui se sont constitués dans le dépeuplement, dans des espaces dépeuplés, qui sont par exemple les espaces ruraux, les espaces de la féodalité, et où là, si vous voulez, il y a très très peu de monde. Donc en fait, l'amour envisagé comme quelque chose qui serait exclusif, il ne saurait y avoir d'amour que pour une personne, dans une certaine tradition, est totalement mis à l'épreuve dans un environnement qui est particulièrement proliférant, foisonnant, pullulant, voilà. Et je pense que le roman du 19e, c'est aussi ça. C'est-à-dire, historiquement, si on en faisait une espèce d'analyse un peu marxiste, finalement, c'est pas mal ça. C'est quand même le choc de schèmes moraux ou métaphysiques qui se constituent dans un certain environnement plutôt féodal-rural et qui sont mis à l'épreuve de cette émergence complètement dingue dans l'histoire de l'humanité qui a été la citadinisation de l'humanité. C'est vraiment important. Je pense qu'il y a de ça chez Jacques. Comment voudriez-vous, dans la ville qui n'est que multiplicité, que quelque chose de l'amour qui n'est qu'unicité puisse perdurer? Et c'est ce qui vit en permanence, quoi. Donc il y a un truc comme ça... oui, de désarroi, ce qui fait qu'il est complètement déboussolé. Donc, où peut survivre l'unicité pour Jacques qui habite la ville? La réponse, elle est très simple, et le film est assez signifiant là-dessus. C'est dans sa tête. Ah oui, dans sa tête peut perdurer quelque chose de l'ordre de l'amour, alors courtois, l'amour, ce qu'on appelle courtois, médiéval, féodal, c'est l'amour pour une unique femme, quoi, pour la femme entre toutes. Et alors là, oui, Jacques donne beaucoup là-dedans. Jacques se raconte une histoire, dicte au magnétophone une histoire qui est typiquement un roman du 19e d'ailleurs. Elle était là, elle était unique, notre amour était pur et absolu. Ah, hélas, elle était aux mains d'un vieux barbon, elle avait eu un mauvais mariage, mais moi je saurais l'emmener. Vraiment des trucs qu'on a lus partout, quoi, et là, c'est des espèces de motifs en tête, quoi, qu'il raconte. Il se raconte, il enregistre comme ça. Alors, est-ce qu'il est écrivain? Ça pourrait être un travail préparatoire à l'écriture d'un roman, ça d'ailleurs. On peut se dire que Jacques, il est un peu un écrivain, c'est un peu un peintre aussi, un peu tout ça, quoi. Il est un peu... ça flotte, quoi, ça flotte. Parce qu'il n'est pas ferme sur ses bases, parce qu'il y a quelque chose de pas ancré chez lui. Et donc, il se raconte un truc, et il se le raconte essentiellement à son propre usage. C'est ça qui est fort, quand même. C'est que non seulement il invente une histoire, comme ça, avec une belle dame qui n'attend que lui, mais en plus, il se le raconte à lui-même. Il se passe la bande. Alors ça, si vous ne voulez pas résumer mieux ce que peut être le solipsisme ou le soliloque, qui est un grand thème dostoïevskien, d'ailleurs beaucoup de narrateurs dostoïevskiens finissent par être dingues d'être en circuit fermé dans leur tête, de se raconter des histoires. Moi, je trouve le plus fort d'entre eux étant celui du carnet du sous-sol, qui s'appelle aussi le souterrain dans d'autres traductions. Mais tous les narrateurs dostoïevskiens sont à un moment ou à un autre pris dans cette espèce comme ça de soliloque complètement dingue où ils se racontent des histoires, ils finissent par y croire, et puis ils se les racontent pour eux-mêmes, mais ils perdent complètement le sens des réalités. Enfin, une espèce de folie comme ça il y a une douce folie d'ailleurs chez Jacques, qui culminera d'ailleurs dans le fait que par exemple il prononce le mot Marthe comme ça, il le prononce dans le bus, enfin en tout cas il active le magnétophone dans le bus. Ça commence, le mec est limite déviant quand même à ce moment-là. Alors on pourrait dire quand même là il y a quand même un saut dans l'altérité parce qu'il est quand même tombé amoureux d'une vraie fille et non pas d'un idéal, donc c'est super, sauf qu'on voit bien que quand il répète Marthe, 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 Marthe devient insignifiant.
C'est-à-dire que Marthe n'est plus une personne. Marthe est un totem. Et là, c'est une incantation. Une incantation auto-stimulante, quoi, auto-érotique. C'est-à-dire qu'il se raconte tout seul un truc, quoi. Il répète Marthe, 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 et puis c'est tout. Et il finit d'ailleurs par un moment où on le voit avec ce même magnétophone, dont il fait un grand usage. D'ailleurs, il se met souvent à peindre en s'écoutant lui-même. Ça devient bizarre quand même. Le type se raconte un truc, il se passe la bande, et visiblement, ça l'inspire pour peindre. Bon. D'habitude, quand on peint, on est inspiré par peut-être un peu d'altérité par moment, donc on est vraiment dans un soliloque comme ça. Donc il finit un moment par foutre le magnétophone sous l'oreiller. Là, on se dit, bon, le mec en a marre de son la propre boucle qu'il a lui-même inventée. Non, il n'en a pas du tout marre. Non, il n'en a pas marre. Il le met sous l'oreiller, c'est érotique, c'est le lit. D'ailleurs, souvent, il s'allonge dans le lit pour écouter ses propres bandes. L'auto-érotisme devient complètement littéral. Je veux dire, il jouit de ses propres mots, il se fait jouir tout seul, et il met Marthe à côté de l'oreiller, sous l'oreiller, qui est quand même le lieu attitré, je dirais, du rapport sexuel de base. Bon, il fait l'amour tout seul, quoi. Je veux dire, on peut dire les choses de cette façon-là, quand même. C'est pas bon. Ce qui rendrait d'ailleurs assez logique des comportements qui nous paraissent a priori aberrants de la part de Jacques. Il y a deux choses. Bon, d'abord, il accepte avec Marthe, dont il est soi-disant amoureux, de se faire l'entremetteur. C'est lui qui propose, alors de d'écrire la lettre, ou en tout cas de la dicter, puis après de porter la lettre à des gens qui seraient les amis de Marthe, de l'étudiant, pour qu'il soit au courant, etc. Blabla. Donc, un vieux schéma d'ailleurs du roman un peu badin, genre 18e siècle français. D'ailleurs, Les Dames du Bois de Boulogne étaient adaptées d'un roman de Diderot, qui était un peu comme ça, qui créait une espèce de jeu pervers, un peu à la Laclos, vous savez, les liaisons dangereuses, où vraiment il y a les calculs machiavéliques de tel ou tel dans un jeu amoureux, plein de faux semblants et de fourberies. Et donc là, évidemment, Jacques pourrait être un fourbe à la Valmont. Genre, je vais me faire l'entremetteur, mais ça me permet de prendre la main sur cette histoire, pourquoi pas d'égarer la lettre, ou en tout cas, peut-être de me faire valoir auprès de Marthe, et donc au bout du compte, c'est de moi qu'elle tombera amoureuse. On pourrait croire que c'est un calcul, que cette espèce de calcul comme ça à trois bandes, genre en fait, encore une fois, dans une vieille tradition un peu du badinage, du marivaudage, en quelque sorte, très 18e. En fait, pas du tout. Non. Vraiment, il fait tout pour que... la moindre chance que le couple entre l'étudiant et Marthe se reconstitue un an plus tard est vraiment lieu. Enfin, il fait vraiment il veut que ce couple ait lieu apparemment. En tout cas, il fait rien contre. On le voit pas du tout s'activer sournoisement pour biaiser le truc. Et puis surtout, ce qu'il fait, c'est à la fin, deuxième comportement bizarre, c'est qu'une fois que enfin, Marthe s'est rendue à lui, puisque cet étudiant ne viendra pas. Et Marthe enfin se rend compte qu'en fait, l'amour de sa vie est en face d'elle depuis le début du film. Il était temps, Marthe. Et Jacques du coup, enfin, ce qu'il attendait, lui, Marthe. Enfin, Marthe devient une réalité. Marthe lui dit oui, il s'étreigne. Il lui caresse un peu le sein tout de suite, c'est bizarre, mais tiens. Un idéaliste, quoi. Ouais. On voit ce que ça donne, des idéalistes dans la vie. Et donc là, ils sont ensemble, mais c'est cool, quoi. Enfin, d'ailleurs, dans un premier Bresson, ça pourrait être la fin, parce qu'il y a eu quelques happy end dans le premier Bresson. Le Bresson Pickpocket est un film qui se termine bien. Il y a un couple qui se constitue. Et combien d'épreuves il m'aura fallu pour arriver jusqu'à toi, Marie. C'est pas exactement la phrase, mais c'est la dernière phrase de Pickpocket. À la fin, quand même, voilà, on est passé par beaucoup de virages, de demi-tours, de segments, de machins. Et là, quand même, enfin, ensemble. Qu'est-ce que fait Jacques ? Il s'en va. Il se lève, il dit « Bon, je vais rentrer ». Il se passe qu'il attend le mec depuis 4 nuits et il rentre. Et il a cette formule assez géniale. « Qu'as-tu fait de moi ?» Pourquoi il dit ça ? « Qu'as-tu fait de moi ?» Au moment où la fille vient de lui dire « Oui. »« Qu'as-tu fait de moi ?» Ouais, il n'est pas content, Jacques. Il n'est pas content à ce moment. Ça ne lui va pas du tout ce qui est en train d'arriver. Parce qu'en fait, son amour est en train de devenir réel. Ça ne va pas du tout pour un idéaliste. Qu'as-tu fait de moi ? C'est quelqu'un qui va vivre un truc réel.
Mais c'est pas moi ça. Moi, mon truc, c'est de rentrer chez moi et de me passer du magnétophone. Là, je suis bien. Je suis là, au moins, je peux exercer en toute libéralité mes fantasmes. Voilà, dans une espèce, encore une fois, d'auto-érotisme. Voilà, il y a quelque chose qui me perturbe terriblement qu'à un moment, Marthe devienne concrète et soit éventuellement vraiment disponible. En fait, il n'aimait Marthe. On dit, mais c'est fou. Il aime Marthe. Et il n'aime Marthe que dans la mesure où Marthe lui échappe. Très psychologique, assez connu, mais là poussé vraiment à l'extrême, poussé jusqu'à un manichéisme fou. Ce qu'il reproche à Marthe, c'est d'être concrète, quoi. Alors côté Marthe, ça se passe comment ? Côté Marthe, ça se passe pareil. Pareil, Marthe, elle est un peu pareille elle est faite un peu du même bois. Bon, Marthe, c'est quand même globalement, pour prendre le dessin narratif général du film, qui vous aura pas échappé, et qui est quand même énorme, il faut bien le dire, au sens où parfois on dit, c'est un peu énorme ça quand même. Robert Bresson, Monsieur Bresson, avec tout le respect que je vous dois, là vous nous avez raconté un truc un peu énorme quand même. Donc bon, c'est bien parce que c'est vous, mais ça va pas du tout. C'est quand même l'histoire d'une fille, l'histoire de Marthe, qui tombe amoureuse d'un mec qu'elle a jamais vu, qui tombe amoureuse d'un homme qu'elle a jamais vu. Ça nous est totalement signifié. Il est l'étudiant de la chambre d'à côté, et ça nous est vraiment dit. Ça nous paraît presque matériellement compliqué et improbable, mais elle tombe amoureuse de lui sans l'avoir jamais vu. Ce qui nous donnera, par exemple, une scène aussi. Nous avons le pendant Marthe de l'auto-érotisme, c'est la scène où elle se déshabille dans sa chambre. Hein, elle enlève sa chemise de nuit, elle se regarde dans la glace. Bresson ne fait pas l'économie de montrer son corps, en tout cas dans une bonne partie de son corps. C'est-à-dire que vraiment c'est une scène érotique, et c'est une scène d'érotisme toute seule. D'ailleurs, elle s'est mise de la musique avant. C'est pas Bresson qui a rajouté de la musique pour dire ouais, ça va faire bien, il y aura une femme un peu nue, et par ailleurs je vais mettre une musique un peu douce, comme ça va être un gros moment, quoi. Non, pas du tout, c'est elle qui se met de la musique. Bon, au bout du compte, c'est Bresson qui décide que. Et il est quand même très décisif. Elle se fait une petite cérémonie. C'est comme Jacques, vous voyez, il se fait des petites cérémonies. Il se met un magnétophone, il y a une bande, maintenant je me couche, je m'écoute, j'adore. Et bien elle s'adore. D'ailleurs, à un moment, à la fin de la scène, elle a un drôle de mouvement de main qui nous suggère, n'hésitons pas à être triviaux avec Bresson, ne le prenons pas pour la sainte nitouche qu'on croit qu'il est par moment, et que la fin du film, d'ailleurs, dément totalement cette hypothèse. J'y reviendrai, sur un plan notamment. Bon, ben là, cette main, elle nous suggère que, fondamentalement, l'aboutissement de ce qu'on est en train de voir, ce serait quelque chose que ferait Jeanne avec sa main. Le libre à chacun d'imaginer quoi. La cuisine, plein de choses, quoi, un ping-pong, enfin, on peut faire plein de trucs avec les mains. Donc, auto-érotisme. Donc, du coup, du côté de Jeanne non plus, on peut dire qu'il n'y a pas de paradoxe, même quand elle dit ces trucs complètement énormes, qui donneraient presque envie, je ne dirais pas de la gifler, mais de la secouer un peu, à savoir, ah là là, Jacques, si seulement l'étudiant était comme vous, mais il n'a aucune de vos qualités, et vous avez toutes les qualités que j'attends d'un homme. Ah, si seulement c'était vous que j'aimais, mais hélas, c'est lui. Alors on a un peu envie de lui dire, écoute, Marthe, il tient qu'à toi, puisque visiblement, bon. Mais si on a compris le pli psychologique fondamental, paradoxal mais pas, de ces deux personnages, elle tombe amoureuse de l'étudiant, non pas malgré le fait qu'elle ne l'ait jamais vu, mais parce qu'elle ne l'a jamais vu. Évidemment, il est beaucoup plus aimable de ne pas avoir été vu. Et Jacques est moins aimable, alors qu'il aurait tout pour être aimé d'après Marthe elle-même, dans la mesure où il est concret, il existe. Et ça, c'est un... Bon, nous avons affaire à deux idéalistes. Le film s'appelle 4 nuits d'un rêveur. Je pense que ça, c'était plutôt dans le sous-titre de Dostoïevski. Je crois que le livre s'appelle Les Nuits Blanches, roman d'un rêveur. Le mot rêveur y est. Et donc, il faut, oui, rêveur au sens d'idéaliste, au sens où... Alors vraiment, là, pour le coup, très beau d'idéalisme au sens le plus... à tous les sens du terme, quoi. Je veux dire, préférence qui culminera d'ailleurs dans un plan qui est tout à fait étonnant. Je voulais le revoir, là, pour le voir sur grand écran. Vous me direz comment vous l'avez ressenti. Mais au moment où Jeanne... pardon, je l'appelle Jeanne parce que je pense que c'est Jacques en face. Enfin, il y a un problème. Donc, je vais l'appeler Marthe plutôt, vu que c'est son prénom. Donc, elle passe donc d'un homme à l'autre. Et là, comme d'habitude, Jacques n'a pas une réaction, il n'est pas dévasté. Hein. À la fin, il y a le prologue, sa vie continue comme avant.
après cette perturbation-là, enfin, il peut retrouver son atelier, sa petite peinture et machin, et vas-y, magnéto. Et on ne le voit pas totalement. Alors, le premier truc qu'il fait, c'est qu'évidemment, comme le réel vient de s'imposer à lui, la positivité cruelle du réel, à savoir, elle va avec l'autre, il lève la tête, il lève les yeux, évidemment. Le premier réflexe de Jacques, c'est toujours de lever les yeux, bien sûr. Je me dis, pourquoi il lève les yeux? C'est drôle de geste, quand même, à ce moment-là. Enfin, et là, il y a un raccord de regard, comme rarement en fait Bresson, mais vraiment très rarement, et un plan complètement irréel de lune. Ce plan, moi, me paraît un plan totalement fake. Alors, c'est une vraie lune, mais elle n'a rien à voir avec ce contexte-là. Elle est, comment dire, elle est pensée et conçue. Ce plan de lune et cette lune dedans est vraiment conçu pour être vu comme une espèce de, pratiquement de trompe-l'œil ou de papier peint, de tapisserie, en quelque sorte. Vraiment. En tout cas, d'être éprouvé comme tel. Bon, parce que là, c'est... oui. Jacques préférera toujours les hautes sphères de sa psyché très créative au principe de réalité. Mais tous les deux, au moment même où c'est intéressant, au moment quand même où ils se rapprochent un peu, ils s'embrassouillent, il y a ce geste un peu trivial de Jacques. Et là, qu'est-ce qu'ils font après? Ils s'en vont regarder un bateau-mouche. Ils se mettent en place tous les deux comme ça, ils s'adossent, enfin ils s'accoudent au bord du pont, ou en tout cas du bord d'une espèce de hauteur de quai. Et il y a ce bateau-mouche qui passe à ce moment-là. C'est une drôle de scène. Hein. Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? D'abord, ils ne se regardent plus l'un l'autre, ils regardent autre chose. Comme si se regarder l'un l'autre allait annuler leur amour. Il faut regarder autre chose. Et là, on regarde un truc qui est évidemment un peu pensé, conçu par Bresson pour être une sorte d'hallucination. Mais ce qui est très fort, évidemment, c'est que ce bateau est totalement réel. L'effet que produit Bresson à ce moment-là n'est pas un grand effet de cinéma. Je veux dire, si vous voyez passer un bateau-mouche dans la nuit, et pour peu que vous le filmiez au bon moment, passant sous un pont, et donc créant comme ça une espèce d'apparition, il surgit du pont. Et donc évidemment, ça lui donne d'autant plus de poids comme ça, mais c'est le réel par où il devient hallucinant, il devient une espèce de truc hallucinatoire. C'est un truc très dostoïevskien aussi, c'est ce moment où on a tellement perdu le sens du réel, on est tellement désorienté, déboussolé par la profusion citadine et peut-être la modernité en général et peut-être la confusion des sentiments, le dérèglement de l'époque, tout ça est chez Dostoïevski, peut-être un peu chez Bresson aussi, qu'à un moment le réel se dérobe totalement et qu'il prend le tour d'une hallucination. Le tour de force de Bresson ayant été d'avoir inventé d'avoir créé cette image-là à partir d'éléments tout à fait réels. Encore une fois, le bateau-mouche qui passe dans la nuit, ça produirait exactement cet effet-là. Il n'a rien inventé. Tout son génie est de s'être positionné au bon endroit, d'avoir bien cadré. Enfin, vraiment le travail de base d'un cinéaste. Mais donc le réel devient totalement, halluciné. C'est ça. Il y a une espèce de pente fantastique qui est très claire chez Dostoïevski, pour ceux qui connaissent, et qu'il y a chez Bresson. Et à un moment, les personnages deviennent un peu dingues, Ils en perdent le sens des réalités parce qu'ils ne veulent surtout pas avoir le sens des réalités. Et donc, il y a une dinguerie de Bresson. Vous venez de voir un film qui est quand même... Quel toupet! Il ose beaucoup de choses. Peut-être qu'il ose tout, comme on dit des cons. Peut-être qu'il ose trop, mais il ose. Il fait des drôles de machins. Il faut garder cette fraîcheur-là devant ce film, quoi. Moi, chaque fois que je le revois, c'est à peu près tous les 6-7 ans, une espèce d'hygiène bressonienne comme ça, de liturgie bressonienne, à chaque fois, quand même, j'essaie de... je trouve très étonnant ce qu'on a vu. Il y a plein de trucs qui sont injouables, et qu'il faut maintenir comme ça, qui sont pas excessifs, c'est pas ça, mais... qui sont tordus. Mais pourquoi? Parce qu'on a affaire à des personnages tordus, des personnages presque pervers. Encore une fois, ils sont déréglés. Il y a un petit truc que je trouve fou, c'est un moment, dans une de leurs dernières discussions, enfin c'est la 3e nuit, je crois, quand elle dit « oui, il faudrait que j'arrive à le joindre », et lui, il lui dit « mais oui, dans ce cas-là, il faut lui écrire une lettre ». « Ah oui, vous croyez, Jacques? Mais alors, qu'est-ce que je pourrais lui écrire ?» Et là, Jacques, évidemment, il y va, quoi. Il dit « bah oui, alors tac, tac, tac », parce que lui, c'est un écrivain, lui, dans sa tête, donc... il peut se mettre à la... Oui, ça il peut faire, quoi. Il peut tout inventer comme rôle. Hein. Lui, c'est toujours un peu, oui, je peux ci, je peux ça, je peux tout, puisque je suis un peu personne. Donc il le fait. Et à la fin de cette scène, en fait, Marthe avait déjà écrit la lettre. Restons frais devant cet acte complètement fou.
Vous voyez ce que je veux dire? On est dans une douce dinguerie, une douce dinguerie qui est toujours un très très beau lieu de l'art, hein, la folie douce. C'est peut-être le meilleur lieu de l'art. Et c'est le lieu de Bresson. Toujours un moment quand même, il a une vision très hallucinée du réel aussi, Bresson. Il y a quelque chose comme ça qui est fort, qui se dérègle en quelque sorte, quoi, avec des personnages comme ça qui peuvent monter très très vite dans des choses, dans des comportements assez aberrants, qui ont leur logique, comme tous les comportements de fous, mais qui sont aberrants, quoi. Et donc, il y a des drôles de trouvailles quand même là-dedans, quoi. Ouais. Alors quand même, pour en venir maintenant à l'artisanat Bresson, plus précisément, ce qui est fort dans le film, ce qui crée à mon avis sa tension aussi, c'est que oui, nous avons affaire à deux personnages idéalistes, deux personnages déboussolés, deux personnages qui vrillent, des personnages un peu pervers, malgré eux, hein, sans machiavélisme, c'est pire. Et pendant ce temps-là, dans le même temps, les accompagne une mise en scène et un cinéma qui est tout le contraire. Qui est tout le contraire. Un cinéma sur lequel on pourrait dire qu'il est probablement un des plus matérialistes qui soit. Nous avons affaire à des gens, des idéalistes qui ne jurent que par ce qui excède le réel, qui sont toujours prompts à halluciner leur propre réalité ou à la re-idéaliser, à la réinventer. Et pendant ce temps-là, l'artisanat de Bresson s'astreint toujours à du concret. Et c'est la méthode Bresson, c'est celle-là. C'est vraiment le fil conducteur, par-delà tout ce qu'on peut dire sur Bresson. Il est beaucoup plus simple que ça. Bresson essaie toujours, quand il invente une scène, quand il écrit une scène, de trouver la configuration la plus concrète possible pour signifier ce qu'il a à signifier ou raconter ce qu'il a à raconter. En fait, j'ai déjà donné des exemples incidemment. Vous voulez faire comprendre, vous voulez faire éprouver ce que c'est qu'une ville, faites passer une voiture et mixez le moteur. C'est concret, hein. C'est très très concret. C'est toujours un artisanat vraiment qui se demande toujours comment je pourrais matérialiser éventuellement un phénomène psychologique ou un phénomène psychique, pourquoi pas une idée, pourquoi pas un sentiment. Comment je peux lui donner un fait matériel. J'ai parlé du magnétophone. Quelle trouvaille. Vous avez un trait psychologique de votre personnage qui s'appelle Jacques. Le trait, je l'ai décrit, idéaliste, tout ça. Soliloque, solipsisme, tout ce qu'on veut. Ça, il faut que comment je vais le signifier à l'écran, plutôt comment je vais l'incarner, comment je vais le faire exister, moi, cinématographiquement. Magnétophone, trouvaille, parfaite. Parfaite, parce qu'en plus, multi-usage. À la fois, ça permet de s'enregistrer, ça permet de repasser la bande, ça permet de la passer dehors. Il y a tout un tas d'usages comme ça, très très concrets. Et dans le magnétophone se situe tout le narcissisme ou le solipsisme du personnage idéaliste. Vous voyez, c'est que des choses comme ça, en fait. C'est des trouvailles qui consistent toujours à donner un équivalent matériel à ce qui est en train de se jouer. Tout à l'heure, j'ai décrit le fait que, oui, dans la plupart des scènes, des micro-scènes, des scénettes, on commençait par la ville, et puis les personnages rentraient dedans, et puis après on finissait par la ville. C'est très concret. Alors on pourrait dire c'est une métaphore. Ce que j'ai décrit tout à l'heure, le feu, là, ils rentrent dans le plan, ils sortent du champ, donc ils sont englobés par la ville. Est-ce que c'est une métaphore, ce qu'il est en train de faire à ce moment-là? Moi, je ne crois pas. Au contraire, il est en train de faire le contraire d'une métaphore, une littéralisation de ce qu'il est en train de décrire psychologiquement. Il prend les choses dans leur littéralité, tout le temps. C'est vraiment ce qu'il fait en permanence. Il y a une scène comme ça qui est une des scènes les plus dingues du film, évidemment. Oui, elle est dingue. Et qu'on peut lire à cette aune-là, à l'aune de ce que je suis en train d'essayer de dire sur le matérialisme concret, je veux dire pratique ou méthodologique, j'ai presque envie de dire, de Bresson. La scène de l'ascenseur. Cette scène, quand même, n'hésitez pas à dire à vos enfants, à vos parents, à vos compagnes et compagnons que cette scène, c'est n'importe quoi. Il faut le dire, parce que sinon, on ne la voit pas. Il ne faut pas banaliser, et puis surtout, il ne faut pas se laisser impressionner par Bresson non plus. Cette scène, c'est n'importe quoi. Alors, c'est n'importe quoi, mais c'est pas rien quand même. C'est pas rien. Moi, j'aime bien que ce soit n'importe quoi, mais cette scène est aberrante. C'est aberrant. Des vrais gens ne feraient pas ça quand même, il ne faut pas déconner. Mais, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il a mis au centre l'ascenseur. Alors ça, oui, ça, je pense que ça peut autoriser une analyse qu'on fait souvent sur Bresson, que j'avais un peu fait sur Bénice Vidéo, pour ceux qui étaient là.
Haneke étant un Bressonien revendiqué, oui, il y a quelque chose chez eux de décrire toujours un monde mécanisé, un monde automatisé. Et donc oui, Bresson a beaucoup filmé les automates aussi, comme Haneke le fait beaucoup dans Bélize Vidéo. La ville, c'est aussi une espèce d'environnement automatisé où les êtres humains sont pris eux-mêmes dans des flux qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc l'ascenseur, il y avait un ascenseur dans Bélize Vidéo, là on a mis au centre d'une scène l'ascenseur, c'est pour signifier aussi un peu ça. Ces gens-là sont pris dans des processus qui leur échappent totalement, parce que la machine a pris en charge leur quotidien. Donc là, en fait, ils se servent de l'automatisation d'une espèce de machine, ça s'appelle l'ascenseur, pour en faire une espèce de personnage central qui va animer. Il y a un autre effet un peu comme ça, à propos, par exemple, de la porte automatique qu'il y a quand il va chez les amis éventuel du locataire à qui il remet la lettre. À chaque fois qu'il y va ou qu'il ressort, il y a vraiment une insistance du plan. On reste sur cette espèce de porte automatique qui s'allume comme s'allument toutes les portes maintenant, enfin qui s'ouvre comme toutes les portes maintenant, qui à l'époque c'était peut-être un peu plus nouveau quand même, qui est comme ça une ouverture, un déclencheur automatique ou électrique pour tout dire. Bon, on voit que évidemment que Bresson joue là-dedans, mais moi je pense que ça... La scène de l'ascenseur, elle est sur autre chose. Elle est vraiment un truc d'écriture bressonienne. C'est moi, mon idée, à moi, Bresson, qui est d'ailleurs dit dans le film, c'est que le jeu du désir, on va pas parler de l'amour, mais en tout cas le jeu du désir est toujours une capture. C'est toujours un truc d'un prédateur à proie. Il y a quand même cette idée qui traîne un peu dans le film. Par exemple, Marthe dira à propos de l'étudiant quand elle se rend à cette avant-première de cinéma, elle dira nous sommes tombés dans un piège, en disant que c'est une espèce de truc un peu pervers de la part de l'étudiant qui n'est pas content que justement elle ait refusé son invitation et donc du coup il se venge comme ça. Donc on est un peu dans un truc comme ça, mais nous sommes tombés dans un piège. Et bien là, je veux dire littéralement et matériellement, grâce à l'outil ascenseur qui devient à ce moment-là non pas un objet de dénonciation genre société automatisée, mais un outil de cinéma, il se dit oui, en fait il la séquestre. Il la bloque dans l'ascenseur pour pouvoir lui imposer de lui demander de sortir avec lui. Oui, voilà. Vous voyez, et ça, c'est le principe d'écriture de Bresson. Toujours, tiens, comment est-ce que je pourrais trouver une sorte comme ça de micro-scène ou de petite comédie matérielle qui donnera l'incarnation de la psyché des personnages ou de ce qui est en train de se jouer intérieurement et qu'au cinéma, on a du mal à rendre compte de l'intériorité. Évidemment, ceci va encore plus se voir dans la scène où ils couchent ensemble, l'étudiant et elle, où on suppose quand même qu'ils vont finir par coucher ensemble. On les abandonne nus l'un devant l'autre. On imagine que ça pourrait donner quelque chose au niveau sexuel, par exemple, entre autres choses. Et bon, il y a un truc très simple, qui n'est pas l'idée la plus géniale de Bresson, mais qui a toujours une grande efficacité, c'est que l'étudiant verrouille la porte. Alors, l'étudiant verrouille la porte, et donc il y a un plan serré de Bresson sur la porte qu'on verrouille, ce qui donne quand même un poids à ce geste. C'est pas rien. On pourrait dire que c'est un geste un peu comme ça, normal, quand même, il y a quand même la mer qui est pas loin, on va quand même éviter de... Quand vous faites un gros plan dessus et un plan serré avec la main qui ferme, là c'est plutôt j'ai capturé ma proie. Bon, laquelle proie avait peut-être un peu envie d'être capturée. Il ne faut pas avoir peur de le dire, en tout cas c'est ce qui joue dans le film, puisque quand même à un moment elle rentre dans la chambre de l'étudiant et elle dit emmenez-moi. Donc au fantasme de capture de l'étudiant répond peut-être un fantasme de kidnapping, un fantasme qui se respecte en soi, tous les fantasmes sont dans la nature, de Marthe. Mais enfin, ça se joue quand même comme ça dans une espèce de capture. Vous voyez, et là, encore une fois, on a trouvé le petit plan matériel très simple. Vous voyez, quand je parlais de magnétophone tout à l'heure, c'est quand même pas grand-chose. Là, c'est une serrure. C'est une serrure avec une clé dedans. Quand même, vous voyez, c'est très élémentaire comme cinéma. Mais à chaque fois, ça a une grande efficacité expressive, alors qu'en fait, on est vraiment dans la non-expression. Bon, on parle... Bon. Dans la même scène où ils sont en train de coucher ensemble, oui, vous avez classiquement... le soutien-gorge, bon, ça c'est un truc qu'on a beaucoup vu, puisqu'on ne peut pas toujours filmer le sexe, donc on filme toujours une métonymie du sexe ou une connotation du sexe. Donc nous aurons un plan dédié au soutien-gorge qui vient d'être retiré et que l'étudiant laisse tomber sur, je ne sais plus quoi, le lit, ou je ne sais plus. Bon, c'est classique. Il y a quand même une certaine brutalité du geste. Hein. On voit bien là que cette femme a été dénudée, quoi. Et c'est pas rien ce geste. C'est pas rien. Mais il y a beaucoup mieux.
il y a beaucoup plus bressonien. C'est les lunettes qui suivent. Ça, c'est fort. Ça, on y pense moins, ça. Ça, vous l'avez moins vu dans l'histoire du cinéma. Vous en avez vu des soutiens-gorge. Ah, ça, on en a vu dans les soutiens-gorge au cinéma. Mais on n'a pas beaucoup vu de lunettes qu'on enlève comme ça, juste avant de baiser. Et surtout, auquel on consacre un gros plan. Et ce gros plan, il est terrible, il est d'une grande efficacité. Parce qu'à ce moment-là, on peut se dire, l'étudiant est quand même dans une... Comment dire, on comprend qu'il enlève ses lunettes. On ne peut pas lui en vouloir. Ça, je vois. Il y a un truc pratique là-dedans. De faire un plan sur un type qui dépose les lunettes comme ça, il y a un truc comme ça. Le mec fait le truc méthodiquement. Il n'est pas du tout enfiévré à ce moment-là, comme un chasseur froid un peu. J'exagère. Mais en tout cas, ce plan... Vous voyez, tout ce que je raconte, c'est quand même des idées mais élémentaires. Hein. C'est de la mise en scène et c'est du découpage vraiment très très simple. On remarquera que dans pas mal de choses que je suis en train de décrire, que le travail de littéralisation et de matérialisation de Bresson est souvent un travail de simplification. C'est vraiment, il y a une espèce d'épure comme ça. Essayer de ramener les choses au plus simple. Une paire de lunettes, un magnétophone. Et souvent, ça passe par des objets. Bresson filme beaucoup les objets. Il consacre pas mal de gros plans dans son œuvre et dans 4 nuits d'un rêveur aux objets. C'est intéressant de le noter, ça. Moi, je trouve qu'on ne filme pas assez les objets. Je vous le dis tout de suite, si vous voulez faire du cinéma, filmez les objets, je défendrai votre film, et du coup, son succès sera assuré. On ne filme pas assez les objets. Bresson, il filme les objets, ça, il fait ça. Souvent, oui, la façon qu'il a de vouloir matérialiser les choses et de les littéraliser conduit à une espèce de simplification, et la matérialisation est toujours une objectalisation. C'est-à-dire qu'on va passer par l'objet. Ça arrive assez souvent. Bon, juste une incidence de ce que je suis en train de dire, mais c'est la même chose. Vous aurez remarqué que chez Bresson, il y a très peu de plans larges. Très peu. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de plans serrés. Parce que je pense que c'est un mode d'écriture. On va toujours essayer de serrer sur quelque chose qui sera très simple pour vraiment pratiquement purifier le geste, ou épurer plutôt le geste, et créer comme ça une expressivité simple des choses, et qui passe souvent par des choses matérielles, et qui passe souvent par des objets. Alors là, c'est pareil, beaucoup de choses ont été dites sur le fait que Bresson filmait beaucoup les objets, ou l'inanimé, on pourrait dire. Je disais les portes. Les portes sont relativement inanimées, sauf quand on les ouvre, mais ça ne vient pas d'elles. Les portes ont peu d'âme, donc c'est ça qu'on appelle inanimé. Donc, beaucoup de choses ont été dites. C'est vraiment pareil, ce monde mécanisé, ce monde où les humains n'ont plus la main. Oui, c'est vrai, je pense que c'est au travail, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus concret encore dans cette préférence pour les objets chez Bresson. Souvent, prenez juste la petite séquence quand l'étudiant part aux États-Unis. C'est signifié par 2 plans. Le sac sur le tapis roulant, souvenez-vous, il n'est pas obligé de faire ce plan pour signifier que l'étudiant s'en va. Bon, l'étudiant s'en va parce que du coup, lui pareil, à partir du moment où Marthe est devenue concrète, lui il se casse de l'autre côté de l'Atlantique parce que c'est devenu trop concret cette affaire. Donc ils sont tous un peu comme ça. Le sac sur le tapis roulant, et après on a un plan d'escalator qui ressemble d'ailleurs au plan d'escalator qu'on avait vu dans Bénice Diego. Pardon de faire référence au ciné-club d'avant, mais c'est pas pour ça. Il y a quand même une continuité claire, quoi. Et l'escalator découpé, un peu comme ça, déshumanisé, donc on peut parler de ça, mais là ça permet de signifier le départ tout simplement. Mais c'est un départ, il y a quelqu'un qui est en train de partir, simplement vous allez signifier qu'il est en train de partir sans avoir recours à la personne elle-même. Vous allez filmer son sac, puis des escalators relativement anonymés. Et puis vous allez ajouter un truc sur lequel Bresson est toujours très fort, un bruit d'avion. Un bruit d'avion, un son mixé d'avion. Bon, faites comme Bresson. Arrêtez avec les plans d'avion, je l'ai souvent dit, je le répète. Oui, c'est mon obsession, bien sûr. Et jusqu'à ma mort, je lutterai pour supprimer les plans d'avion du cinéma. Bon, en tout cas, là, il vous donne une bonne truc. Mettez un bruit d'avion, quoi. Comme ça, on sentira que l'avion est décollé. Comme ça, on est rassuré. Le mec va vraiment aux États-Unis. Mais ce qui est bien avec ce double truc, qui est très anodin dans le film, en même temps, Bresson l'a mis dans son film, c'est qu'en fait, on voit l'hyper-efficacité d'en passer par les objets. On n'est pas toujours obligé d'en passer par les corps et les personnes, en fait, pour signifier qu'il arrive des trucs au corps. Il y a une grande efficacité narrative. En plus, ça va bien avec un cinéma assez pauvre. C'est quand même comme
ne demande pas beaucoup de thunes de filmer un sac sur un tapis roulant, quoi. Ça marche à tous les coups, quoi. Donc, il raconte de cette façon-là aussi, et pas simplement parce que nous sommes dans un monde déshumanisé, tout ça. Il raconte comme ça, mais parce que c'est très, très efficace cinématographiquement. Vous ramenez les choses à quelque chose de très, très simple, vous le faites, et ça marche. Bon. Moi, j'en veux pour preuve. On peut aller plus loin dans cet amour des objets, enfin, en tout cas, dans cette préférence pour les objets. Je préfère le dire comme ça, chez Bresson, parce qu'il y a quand même toujours un peu le soupçon que ce serait un peu une espèce de métaphore d'un monde voué, rendu aux objets, quoi. Mais non, moi, je pense que c'est une méthode. Et j'en veux pour preuve un truc très simple. C'est qu'au moins le sac, là, quelqu'un est en train de partir, le sac, on a besoin, on n'a pas besoin, mais on en voit bien l'efficacité narrative et l'utilité narrative. Mais il y a d'autres fois dans le film où il s'arrête sur des objets et que ça n'a aucun sens, et que ça n'a aucun intérêt. Alors, notamment un qui, comme d'habitude, est anodin, mais moi, vous savez qu'il n'y a que l'anodin qui m'intéresse dans les films, parce que tout se tient dans l'anodin, dans toujours ce qui a l'air de rien. Les trucs qui ont l'air de rien dans un film, c'est qu'ils ont l'air de quelque chose. Souvenez-vous de ce proverbe que je viens d'inventer. C'est la première scène, je crois, où on voit Jacques, dans l'histoire de Jacques, l'homme sans histoire. Il rentre du marché, parce qu'il a un panier avec des carottes qui débordent, et puis il pose son panier sur la gazinière. Et on reste sur le panier. À quoi sert ce plan ? À quoi sert ce plan ? Bon, à rien. À rien, ou alors à moins de se dire, ouais, il est quand même un drôle de mec, il pose son panier sur une gazinière. Oui, moi je fais pareil, ça fait pas de moi un truc. Voilà, oui, c'est un peu, oui. Non, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Ou alors, dans ce cas-là, il faudra admettre qu'il a créé de nouveau une nature morte qui serait panier sur gazinière, et que ça dirait quelque chose de la psyché de Jacques. Il a encore essayé de trouver un équivalent matériel à un fait psychique. Mais moi, je pense qu'il aime bien filmer les objets aussi. Il aime filmer les objets. Je veux dire, il y a quelque chose, ça lui fait plaisir de le faire, quoi. Je veux dire, la raison en étant, à mon sens, mais là je ne fais qu'interpréter à ma manière, qu'il y a un truc qu'ont les objets et qu'ils ont en commun avec les animaux, pour le coup. Et vous n'êtes pas sans savoir que Bresson a construit tout un film autour d'un animal, c'était un âne, il s'appelait Balthazar, dans un film qui s'appelle Au hasard Balthazar. Ah, on sait bien, les animaux, on a déjà réglé la question. 1, les animaux sont les meilleurs acteurs du monde. 2, pourquoi ? Parce qu'ils sont toujours vrais. L'animal est toujours excellent quand vous le filmez, il est toujours exactement ce que vous voulez qu'il soit, quoi. En tout cas, il est d'une vérité absolue, il ne ment pas, ça ne biaise jamais l'animal. Bon, l'objet est pareil. L'objet est pareil. Un magnétophone, filmer un magnétophone, il rate jamais une prise. Le magnétophone n'aura jamais une prise. Toujours bon. Le panier de légumes. Le panier de légumes réussit à chaque fois. Vous avez toujours un vrai truc à l'écran. Il n'y a jamais de soupçon que quelque chose pourrait tourner faux, pourrait se falsifier. Suspicion qui, bien sûr, pèse, on le sait, sur quoi et sur qui ? Et notamment chez Bresson. Suspicion qui pèse sur les comédiens. Moi, je pense qu'une des raisons pour lesquelles Bresson filme si souvent les objets, c'est pour éviter d'avoir à filmer les comédiens. Parce que ça l'encombre. Parce qu'il se méfie. Alors, il s'est déjà débarrassé des comédiens professionnels. Grand soulagement dans sa vie. Ça a été une renaissance, mais il en parle vraiment comme ça. Il dit, bon, je ne me suis plus jamais ça. Je ne veux plus les voir. Mais vraiment, c'est comme ça qu'il en parle. Ce n'est pas moi qui fais dire à Bresson des trucs que moi j'ai envie de dire. C'est lui qui en parle comme ça. Et après, donc comédien amateur. Mais quand même, il reste encore un petit truc, c'est qu'il va falloir neutraliser ça. Je veux dire, n'importe quel humain que vous mettez devant une caméra, il y a toujours la possibilité qu'il se mette à faire n'importe quoi, qu'il se mette à jouer faux, qu'il se mette à faire du faux, qu'il se mette à minauder, qu'il se mette à en rajouter, à surjouer, à surexprimer. Et donc, Bresson aime bien en passer plutôt par les objets, comme ça il évite cet écueil. Ou alors, parfois, il évite le visage des comédiens amateurs. Les visages, parce que c'est sur le visage que ça joue. La malédiction de cette affaire, c'est le visage. C'est par le visage que le faux arrive. Alors par le visage arrive aussi beaucoup de choses magnifiques dans l'histoire du cinéma. Heureusement, par exemple, dans le nouveau Keshish et dans le précédent,
et dans tout Keshish, mais c'est aussi par le visage que possiblement quelque chose peut se falsifier. Donc dès que vous pouvez éviter le visage, évitez-le, passez par les objets. Ou alors, ne filmez que les pieds, les jambes, chose que vous avez vu que Bresson fait très souvent. S'il peut éviter de filmer un visage pour témoigner d'un acte ou d'un déplacement d'un de ses personnages, il le fait. Hein. Il n'y a aucun problème. Alors, de temps en temps, quand même, tu es un peu obligé de filmer le visage, notamment quand il y a du texte. Bon, alors là, les dialogues, quand même, c'est con. Bon, tu peux très bien laisser le dialogue hors champ, mais ça finirait par se voir. Si tu filmes un panier de carottes pendant tout le film, pendant le dialogue, les gens vont t'en vouloir. Les gens vont dire « Robert, t'es un peu trop d'avant-garde », etc. Donc, il faut bien y aller de temps en temps avec ses comédiens. Alors d'abord, il les choisit soigneusement, de sorte qu'il n'y ait pas de surmoi, enfin d'égo de comédiens, bon, de sorte qu'on puisse un peu en faire ce qu'on veut quand même. C'est-à-dire un peu les appréhender eux-mêmes comme de la matière. D'ailleurs, vous savez ou vous ne savez pas que Bresson appelle les comédiens des modèles. Il a été peintre, c'est pas pour rien. Le modèle, c'est un peu un truc qu'on modèle aussi et qu'on pétrit un peu à sa sauce. Et qui va être un peu pris comme de la matière en quelque sorte. Bon. Alors des fois il parle quand même, et alors là on parle souvent de diction blanche à propos de Bresson, la fameuse l'intonation bressonienne ou le parler bressonien qui est maintenant devenu proverbial, voire légendaire. Il faut quand même préciser quelque chose là-dedans, c'est que moi je me souviens que j'avais entendu parler de cette diction blanche, alors j'avais déjà vu 2-3 Bresson comme ça peut-être sans m'en rendre compte. Donc j'avais le concept en tête et je vois un Bresson qui était peut-être, je sais plus, Pickpocket ou je sais plus. Et j'étais très surpris parce que c'était pas si blanc. J'étais presque déçu. Moi, ça me plaisait bien l'idée de diction blanche. Je me disais au moins là, ça va pas minauder. Au moins, je vais pas être assourdi et que ça va pas, les aigus vont pas me casser les oreilles. Parce que j'ai un vrai problème avec les acteurs qui jouent en aigu. Et j'étais presque déçu. Je trouvais ça pas assez plat, moi. Parce qu'en fait, la diction blanche chez Bresson, qui porte mal son nom, c'est pas tant une diction non intonée. Il y a de l'intonation. Il y a de l'intonation. Le but de Bresson, je pense, c'est qu'il n'y ait pas plus d'intonation que ce qu'induit intrinsèquement la phrase et l'intention simple de la phrase. Donc, vous avez... voilà. Mais c'est important de le rappeler quand même, parce que c'est pas vrai qu'il y a une platitude pure. Il arrive même que... Bon, alors évidemment, ça pousse jamais très loin dans le drame. Hein, quand ils s'engueulent, on a toujours l'impression qu'ils sont à plat. Mais oui, à aucun moment, c'est vrai, il y a une possibilité pour le comédien de lâcher un peu les lions, quoi, d'avoir sa scène. C'est pour ça d'ailleurs que peut-être que Bresson ne réutilise jamais les comédiens, mais peut-être que les comédiens en question n'ont pas très très envie de revenir, parce que c'est peut-être pas toujours marrant quand même de... Il y a un truc qui tourne sur YouTube, enfin que vous pouvez, disponible sur YouTube, qui est pendant le tournage de Mouchette, et vous verrez ce que c'est que Bresson dirigeant, quoi. Il refait faire beaucoup de trucs, et notamment les gestes. Bon, voilà. Mais justement, j'allais y venir. Une des façons aussi d'éviter la malédiction d'un surcroît d'expressivité par la langue et par le visage, c'est tout simplement d'éviter le langage. Et je pense qu'il ne vous a pas échappé, ou alors vous l'avez ressenti, que ce film est très peu bavard. Il y a très peu de mots, il y a très peu de phrases. Alors, c'est pas mal d'ailleurs pour quelqu'un qui a quand même adapté Bernanos, qui a adapté Dostoïevski, qui je crois d'ailleurs a un rapport très très fort à la littérature. C'est pas parce que vous avez un rapport très très fort avec la littérature qu'à partir du moment où vous filmez des trucs, vous filmez des gens en train de parler, quoi. Ce que Bresson appelle tout simplement de sachez du théâtre, quoi. Vous ne faites que capter du théâtre quand vous faites ça. Il parle même pas de théâtre filmé. Il dit bon, en fait, c'est le cinéma qui s'offre totalement au théâtre. Donc lui, il fait pas ça du tout, et il fait des films très 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 laconiques et très mutiques, où vraiment il y a une économie de verbes. Alors de temps en temps, là, Jacques et Marthe, ils changent quand même 2-3 mots, mais c'est vraiment le minimum vital, sachant qu'il part quand même d'un matériau textuel, il aurait pu en faire beaucoup plus, quoi. Dès qu'il peut se passer des mots, il s'en passe. Parce que ça lui permettra de ne pas en passer par le visage, et donc d'en passer plutôt par des choses matérielles. Alors qu'est-ce qu'il fait, notamment avec ces modèles ? Eh bien, le cœur de la direction d'acteurs ou la direction de modèles chez Bresson ne consiste pas à leur faire dire des trucs dont on va contrôler la bonne diction, le bon phrasé, la bonne intonation, que sais-je. C'est plutôt de leur faire faire des choses. Voilà. Tu veux neutraliser éventuellement le minaudage actoral ou disons la falsification actorale, ne fais pas parler les acteurs, fais-leur faire des trucs. Donc il faut toujours en passer par l'acte. Voilà aussi un procédé d'écriture de Bresson.
toujours se demander en toute chose, dès que j'ai quelque chose à signifier ou à raconter, ou que je veux donner à voir donner à comprendre ou à percevoir à mon spectateur ou ma spectatrice, comment pourrait-il se faire que ce soit des actes et non pas des mots? C'est un très bon principe d'écriture en cinéma. Moi, j'adore les films bavards par ailleurs. La parole est un grand, grand matériau de cinéma. Mais c'est très, très intéressant aussi de temps en temps de se demander, mais tiens, comment je pourrais ne pas en passer par là? Et donc, comment je pourrais en passer par le faire plutôt que par le dire directement des personnages? Un exemple rapide. Un moment, quand Jacques reçoit la visite d'un étudiant des Beaux-Arts, un ancien copain, visite dingue. Voilà, non mais redisons-le, ce film est cousu de scènes dingues. Bon. Et qu'est-ce que fait... Et que des trucs dingues dans ce truc-là. Bon. Qu'est-ce que fait Jacques en attendant d'aller ouvrir la porte? Alors, il range, ça on peut comprendre. Ça arrive à tout le monde de ne pas complètement être à l'aise avec le dépotoir dans lequel on vit. C'est quelque chose que je peux comprendre intimement. Mais quand même, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne ses tableaux. Ça prend du temps. Il retourne les tableaux. Quelqu'un fait quelque chose. Jacques fait quelque chose. Plutôt que d'avoir à demander à l'acteur de signifier qu'il était un peu gêné de montrer ses tableaux, eh bien, on va lui faire retourner les tableaux. C'est un acte. C'est super simple. C'est pas une grande trouvaille, mais encore faut-il se mettre en demeure de trouver un acte, quoi. Ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que ça nous fait comprendre aussi très très bien le solipsisme, ce que j'appelle le solipsisme de Jacques, à savoir, ces tableaux ne sont pas faits pour les autres. C'est pas simplement de la pudeur, genre non, mais c'est pas prêt, attends, je veux pas te montrer ma peinture parce que non, j'ai pas fini, pudeur, non. Non, je pense que c'est parce que fondamentalement, cette peinture n'est pas faite pour être vue, elle est faite pour lui-même, à son propre usage. Je pense que. Vous voyez comment un fait psychologique a été très facilement suggéré, incarné dans des gestes, simplement le fait de faire quelque chose, tout simplement. Souvent, il essaie d'en passer par des gestes, parce que les gestes, les actes, quelqu'un qui marche à l'écran, il n'y a pas de faux actes, quoi. L'acte, il est toujours vrai. Il fait vraiment ce qu'il fait, quoi. Bon. Alors évidemment, il y a un contre-exemple. Il arrive quand même que même les actes soient trafiqués. Et évidemment, nous avons l'extrait de film qui s'appelle « Amour, tu nous tiens ». Quel titre? Déjà, Amour, tu nous tiens, capture, tout ça, séquestration. Mais Amour, tu nous tiens. Et je pense que c'est une scène de cinéma qui a été tournée par Bresson, je pense. Ce film ne peut pas exister. Non pas parce qu'il est super mauvais, mais parce qu'il est super mauvais en plan fixe. Non, dans la grammaire des films mauvais, il n'y a pas ça. Donc je pense que là, il a un peu fait une espèce de concentré de tout ce qu'il ne veut pas faire. Donc vous avez une définition du bressionnisme par la négative. C'est cadeau, c'est pour vous. Robert, il vous dit, regardez tout ce que je ne fais pas. Parce que là, vous avez un type qui est pris dans une fausse situation, violence, le bruit, les mitraillettes, et puis il agonise. Alors ça, Bresson l'a écrit, il l'a redit. S'il y a bien un truc dont vous pouvez toujours être sûr que ça ment à l'écran quand vous le voyez jouer par un comédien, c'est l'agonie. À moins qu'il agonise véritablement. Mais hélas, c'est rarement le cas. Lindon a souvent joué les agonies, mais hélas, c'était pas des vrais. Et alors, a fortiori, évidemment, la mort. Donc là, vous avez les deux. Vous avez le type qui agonise et qui, en plus, va simuler cette espèce de dernier souffle complètement pipeau, qui ne marche jamais, qui est toujours nul et qui est de toute façon faux. Mais surtout, il est pris dans une fausse situation où il ne fait que des faux gestes. Et il a un dernier faux geste magnifique, mais vraiment typiquement un geste de cinoche. De cinoche, quoi. Et regarde une dernière fois la photo de l'aimé. Bon... Là, Bresson, je pense, s'est bien marré à tourner ça, je pense, mais c'est vraiment exactement le contraire de ce qu'il fait. Donc, quand vous avez des actes, eh bien, ça permet de neutraliser des actes vrais. En tout cas, il faut s'arranger pour que les actes soient vrais. Donc, ils seront d'autant plus vrais qu'ils seront littéraux, que vous ferez faire à vos comédiens quelque chose qu'ils font vraiment. Voilà, c'est pas genre, s'il te plaît, traîne-toi par terre dans une traînée de sang et genre t'agonises. Ça, c'est pas un acte, ça. L'acte, c'est tu vas te déplacer de là à là. Oui, ça, ok. Et il le fait vraiment. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qui vraiment a été fait. Tout ça, ça permet de neutraliser la falsification. Il y a un autre truc qui irait un peu dans ce sens-là. Alors, je ne sais pas ce que c'est la différence entre un acte et des gestes, mais oui, Bresson est le grand cinéaste des gestes. Vous avez beaucoup de gestes qui sont faits. Alors, différence entre acte et geste. Peut-être l'acte, c'est quand on se déplace un peu, et geste, ça serait avec la main. Je vais la faire comme ça. Oui, il y a beaucoup de mains chez Bresson.
dans Pickpocket, il s'est beaucoup amusé à filmer le travail du pickpocket, et parfois très très sophistiqué, puisqu'ils sont 3, ils se passent le portefeuille. Enfin, vous voyez ce film, si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment virtuose. Bresson aime bien les actes, et il aime bien les gestes, et les gestes, ça se fait avec la main, donc il aime bien filmer les mains. Parce que les mains, les mains mentent un peu moins que les visages quand même. Surtout quand vous leur faites faire des choses élémentaires, prendre des objets. Voilà, c'est des choses très simples. Vous prenez des objets, ça marche à tous les coups, quoi. Je veux dire, vous n'allez pas prendre des objets en surjouant. Vous n'allez pas surjouer une prise d'objet. Enfin, je pense que les comédiens seraient capables de surjouer même une prise d'objet, mais évidemment, en fait. Mais si vous demandez simplement, prenez ça, etc. Bon. Alors, je reste, du point de vue des gestes, dans la scène dingue de l'étudiant. Vous avez le truc le plus dingue du film, d'ailleurs, pour moi, parce que le plus vertigineux, c'est... Alors, l'étudiant vient de rentrer, enfin, l'ex-copain des Beaux-Arts de Jacques, et là, vous avez Jacques qui fait quoi? Il sort une bouteille de whisky. Ok, pas de problème, ça je l'ai. C'est écrit sur le scénario, il sort une bouteille de whisky, ils vont boire un whisky ensemble. Ok, étudiant, whisky, peinture, normal. C'est pas ça qui se passe à l'écran. C'est pas ça qui se passe à l'écran. Il sort pas une bouteille de whisky. Vous avez un plan d'une minute, où il enlève les bouteilles et il atteint la bouteille de whisky. Alors là, on pourrait se dire, ok, donc Bresson est en train de nous signifier qu'en fait le mec il cache sa bouteille de whisky et non, c'est pas ça qui se passe à ce moment-là. C'est plus concret, comme d'habitude, c'est plus concret. C'est que vous avez l'étudiant là à côté, il est en train, dans le contre-champ, il est en train de parler. Et bien sûr, c'est aussi un discours un peu repoussoir du point de vue de Bresson, qui est un peintre, qui s'est toujours beaucoup intéressé à la peinture. Je crois qu'il a continué à peindre assez longtemps après être devenu cinéaste. Bon, là, on a un discours un peu abscon, un peu surthéorique, comme il y avait beaucoup à l'époque d'ailleurs dans les arts plastiques, mais aussi dans tous les arts, une espèce d'hyper avant-garde qui se piquait de mots extrêmement théoriques. Sur lesquels je ne cracherai pas complètement. Mais là, en l'occurrence, quand même, il y a une espèce d'effet pastiche, un peu d'effet parodique. On ne comprend rien à ce qu'il dit. Par ailleurs, il est précisément en train de préconiser une certaine abstraction. Cet étudiant, alors il dit qu'il faut foutre en l'air un peu Chardin. Bon, Chardin, c'est typiquement celui qui a peint des objets. Je le note au passage, quand même. Et je pense que Bresson est plus du côté de Chardin. Chardin, très connu pour ses natures mortes au XVIIIe, pour qui ça serait flou. Bon, c'est intéressant. Donc il est en train de parler de tout ça, discours un peu abscon, et discours. Donc le discours, on peut dire une chose, on peut dire son contraire. On peut dire oui, on peut dire non. Ça, la bouche, c'est tout faire. Et là, vous opposez à quoi? Là, Bresson fait un choix. Moi, pendant ce discours-là, je vais un peu le déconstruire de l'intérieur, ou plutôt, c'est pas ça, le dissoudre, le néantifier, en faisant faire quelque chose de très concret à mon acteur. En faisant faire quelque chose de concret. Quel que soit le geste, on s'en fout. C'est pas la peine d'aller chercher la signification du geste. Et c'est pour ça que ça dure. Et ça fait du bruit en plus. On dirait qu'il a sonorisé, il a mis un micro dans le placard. Vraiment, ça prend du temps, ce machin, il enlève. Par ailleurs, une fois qu'il a sorti la bouteille de whisky, en fait, l'autre n'en veut pas. Donc en fait, il l'a aussi sorti pour rien. Donc comme quoi, ce geste avait une fin en soi, et une fin de méthode de cinéaste. Vraiment, qui résume assez bien son truc. C'est là où ça parle, et où ça ment, et où ça falsifie, préfère toujours un geste. Là, c'est comme pour moi une espèce de résumé schématique de ce que serait sa méthode, qui ne brille pas que par là, bien sûr, mais qui brille aussi par là. Donc des actes, des gestes, je mettrais sur le même plan, évidemment, la scène au café finale entre Marthe et Jacques. Voilà, c'est pareil, elle est presque schématique. C'est presque trop, à la rigueur. C'est presque trop. C'est pas ma scène préférée, parce que je la trouve... Bon. Donc ils sont au café tous les deux, côte à côte, sur la banquette. Ils viennent, ça y est, ils s'aiment. Et je t'aime, oh là là, mais... Alors avec cette phrase de Marthe que j'adore, oui, maintenant la place est libre, maintenant qu'il est parti, l'autre, la place est libre. Donc on voit, psychologiquement, c'est fort. Hein. Je trouve que, finalement, l'objet de l'amour, c'est une case dans notre cerveau. Un moment, cette case est occupée, cette case préconstruite est occupée par quelqu'un. Si ce quelqu'un n'est plus disponible, ce sera par quelqu'un d'autre, quoi. Mais ce qui compte, c'est la case mentale. Bon, maintenant que l'étudiant, c'est plus possible,
Faites entrer Jacques dans la... Et elle lui dit, tu pourras occuper la chambre d'à côté, qui est maintenant libre. Encore une fois, configuration très matérielle. Hein. Genre pour dire un peu les sinuosités du désir, les sinuosités très vertigineuses du désir, il a inventé un dispositif très matériel. Une chambre, la chambre d'à côté, la chambre du locataire, avec la mère qui visiblement veut marier sa fille. Bon. Et tout ça se transforme toujours dans un jeu de cloison, porte, espace, un petit peu comme dans la scène où elle s'approche de la porte. Comme ça, c'est l'attraction du désir, la force du désir là, qui vient, la force d'aller de l'autre côté d'eux. Encore une fois, Bresson l'a fait de façon très concrète. Encore une fois, je note que c'est une scène muette, que c'est une scène qui n'a pas de dialogue. Encore une fois, je note que c'est une scène qui ne repose que sur la position des corps dans l'espace. Tout ça, c'est toujours la même force élémentaire. Je reviens donc à la scène du café. Donc je t'aime, blabla. Alors il filme quand même quand on sert les verres. Ça, dès qu'il peut filmer un objet, il y va. Hein. Et puis quand même, ils discutent tous les deux. C'est un peu on fait déjà le premier débrief, quoi. Bon, donc maintenant qu'on s'aime, alors on en est où? Et donc là, à ce moment-là, Marthe dit des trucs. Moi, je pense que toutes les phrases pourraient être réversibles. Elle dit un truc, on peut très bien comprendre le contraire. Bon, comme d'hab, normal. Et Bresson fait quand même un choix radical qui, pour le coup, n'échappe à personne. Et c'est peut-être un problème d'ailleurs de la scène. Il va sous la table. Il va sous la table filmer quoi? Il va filmer là où ça se passe vraiment. Il y a du blabla, mais en fait, le vrai truc, le vrai épicentre de la scène, il est sous la table et même sous la jupe. Donc, main sur la cuisse. Donc, on voit que l'idéaliste Jacques, encore une fois, n'oublie pas d'avoir des idées un peu concrètes de temps en temps. Marthe n'a pas l'air de détester ça non plus, mais quand même, le plan est par ailleurs sur les jambes de Marthe et possiblement son entrejambe, dérobée par un jeu de lumière, mais quand même, on est dessus, là, puis c'est frontal, hein, puis on y va. Donc c'est là que ça se passe, quoi. Alors on pourrait dire que le processus de matérialisation au travail chez Bresson, ou de littéralisation, prendre les choses au pied de la lettre, c'est aussi un processus de trivialisation. Alors là, c'est ce qui se passe à ce moment-là. C'est vraiment, on va prendre les choses. En fait, la vérité triviale de la scène, elle est là, je trivialise, et j'y vais frontalement, quoi. Alors là, vraiment, il arrive que la simplicité de Bresson confine un peu au simplisme et au schématisme. Hein, et ce plan, je pense, l'est un peu. Après, je pense qu'il est tellement surprenant et tellement inattendu qu'au bout du compte, j'achète. Je note quand même que c'est un plan où c'est une main qui est devenue le personnage principal. Il s'en remet une nouvelle fois aux mains. Et puis, qu'est-ce qui va se passer juste après cette scène, dans la continuité? Ils sont maintenant main dans la main et on va choisir de filmer le nouage des mains. Choix de Bresson, toujours aller aux gestes, aux mains, aux actes, aux pieds, aux genoux, préfère toujours tout ça au visage. Il aime bien les visages aussi. Hein. Et là, pourquoi est-ce qu'il reste sur les mains? Parce que y a tellement de choses qui s'expriment là-dedans, et quelque chose qui passe là-dedans. Parce que quand même, c'est vrai que c'est pas rien le nouage des mains. Soyons toujours un peu simples. C'est comme ça que font les gens. Vous savez, on se voit 2-3 soirs, on s'attire bien, mais pour l'instant, on ne s'est pas embrassé. Allez, on se voit un 4e soir, recafé, rediscussion, et là, on s'embrasse. Et là, du coup, quand on repart, on se donne la main. C'est des choses qu'on fait. Se donner la main devient, est une façon d'acter le fait que ça y est, nous sommes ensemble. Donc Bresson, comme d'habitude, prend les choses au plus simple et dit, oui, en fait, la meilleure façon d'acter le fait que ça y est, ils sont ensemble, c'est de filmer ces mains nouées. Avec quand même tout de suite une ambivalence, quelque chose qu'on ressent, moi, je trouve physiquement. Encore une fois, tout ça est toujours très physique. C'est pas très détendu, ces mains-là. Hein. Moi, je les ai ressentis. On dirait qu'ils s'agrippent plutôt qu'autre chose, quoi. On dirait que je sais pas. On sent c'est pas la belle douceur de main dans la main, comme bon. Et de toute façon, il y a toujours une ambiguïté dans le fait qu'on se donne la main. On se donne la main parce qu'on s'aime, et c'est très tendre. Mais on se donne la main aussi parce qu'on s'attache l'un à l'autre. On s'attache aux deux sens du terme. Je suis très attaché à toi. Je suis très, très, très attaché à toi. Je suis très lié. C'est un nouage. Et c'est quand même un peu ce que ressent, je pense, Jacques à ce moment-là. Bon, donc, vous voyez, avec les mains, on peut aller loin, quoi. Et encore une fois, Bresson aura choisi plutôt les mains que le visage. Je finirai juste en parlant de la musique, qui est pour moi du même acabit dans le film, du même
finalement, est négocié de la même façon. Il y a un truc, il y a beaucoup de musique dans le film, plutôt beaucoup. Pour du Bresson, je veux dire, pas par rapport au standard actuel, où il y a de la musique tout le temps, de toute façon, dans 90% des films. Donc, non, pour Bresson, il y en a quand même beaucoup. La nouveauté, mais qui avait commencé avec Une femme douce, et Bresson, d'ailleurs, je crois l'avoir entendu dire quelque part que pour lui, c'était dans un premier moment de son travail, de sa filmo, trompé sur la musique, trompé. Et c'était quoi son erreur? C'est d'avoir essentiellement utilisé la musique off. Enfin, je veux dire comme une espèce de rajout, soit des morceaux déjà constitués, par exemple Mozart dans Un condamné à mort s'est échappé, Schubert dans Hasard Balthazar, soit un compositeur pour ses premiers films, compositeur de cinéma. Et là, en fait, à partir d'Une femme douce, je crois, il se dit qu'il s'est trompé, il peut pas y avoir de musique off, c'est pas possible. Il faut que la musique soit in, en tout cas toujours occasionné, intradigétique comme on dit, c'est-à-dire occasionné par quelque chose qui a vraiment lieu dans le plan. Et c'est vrai, globalement ce que vous venez de voir ce soir, à une exception près sur laquelle je vais m'attarder un peu, c'est de la musique à chaque fois qui est jouée dans le plan. Alors jouée par un électrophone, mais jouée ou par un transistor, ou un radiocassette, je ne sais pas comment on dit, ou alors jouée directement par exemple, le groupe de Bossa Nova, ou un groupe de folk, ou des choses comme ça. Bon, c'est quand même pas rien, quoi. C'est quoi des gens qui font de la musique dans votre plan, là c'est pareil, ça ment pas. Ils sont vraiment en train de faire de la musique, quoi. Évidemment, vous pouvez toujours mixer un peu le son, mais il y a quand même des gestes. C'est pas pour rien qu'à un moment, quand vous avez le bluesman là, qui est sur le trottoir à la fin, qui est un mendiant, dans la dernière séquence, on s'attarde sur, tiens, comme par hasard, la main sur le manche. Oui, la main sur le manche, quoi. C'est ça la musique aussi, c'est souvent la main qui s'active, qui négocie avec un instrument pour en sortir des sons, quoi. Toujours un truc très très concret comme ça. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire dans la musique, mais là, je pense que j'ai déjà été trop long. Juste m'attarder un tout petit moment sur la seule exception par rapport à cette stratégie par rapport à la musique dans le film, c'est la seule fois, je crois, où la musique est off, c'est le générique de début. Générique de début. Ça commence à dater maintenant. Depuis, il y a eu 1 heure de film et 3 heures d'intervention. Alors le générique de début, là, bon, il est fou aussi. Hein. Il est fou de simplicité par ailleurs. Mais Jacques vient d'aller à la campagne, une voiture le redépose. Cette fois, c'est la ville. Et bon, on est dans la ville. Et puis là, on est sur Jacques. Mais là, il y a un léger cut. Et puis on se retrouve sur un plan de nuit dans la ville, plutôt serré, avec des lumières en flair, vous savez, l'effet flair, là, quand les lumières, c'est ce qui arrive souvent dans la nuit d'ailleurs, mais notamment quand vous filmez des lumières qui sont très loin, qui donc se floutent et créent cet effet-là, effet dont abusent absolument tout un tas de cinéastes inintéressants, parce que c'est un effet esthétique un peu facile et sympa pour un peu de frais. Mais Bresson, c'est pas ça. On ne peut jamais le soupçonner d'esthétisme à peu de frais, ou d'esthétisme tout court. Donc vous avez ce plan, et ce plan, c'est quoi? On y retrouve tous nos éléments, en fait, les éléments matériels qui constituent le film. Je veux dire, sa quintessence matérielle. Vous avez le bruit des moteurs, c'est des bagnoles qui passent. D'abord, l'effet flair vient des phares des voitures, donc elles sont là dès le début, elles sont là, donc c'est vraiment très important. Le bruit, les voitures, la ville. Et une composante matérielle fondamentale du film dont je n'ai pas parlé, mais c'était un petit peu à dessein, c'est bien sûr la nuit. Mais la nuit concrètement, je veux dire, c'est pas la nuit, genre oui, bon, en fait, la nuit, la métaphore de la nuit, c'est la nuit. Ce film se passe la nuit, sauf les 2 rétrospections, les 2 flashbacks en quelque sorte. Ça se passe la nuit, ils se rencontrent la nuit, ils voient la nuit au Pont-Neuf, et puis voilà. Et donc vous aurez la nuit comme structure englobante aussi, dont on tirera un certain nombre d'effets visuels, dont certains hallucinatoires, le bateau-mouche la nuit, etc. Donc vous avez en fait déjà dans ce générique, c'est comme si d'emblée Bresson vous donnait la composition de son film, et presque la composition au sens pictural du terme. Voilà de quel matériau sera fait mon film. Voilà ce que je vais faire. Moi, je vais faire un truc avec du son, des moteurs, des voitures, de la nuit, des lumières. Ça va être ça, mon truc, quoi. Un plan, d'ailleurs, relativement abstrait. On n'est pas loin de... Bon. Mais il se passe quand même autre chose dans ce truc. C'est quand même que ça commence par de la musique. Ça commence par quelques accords de guitare. Ça dure 10 secondes. Et hop, c'est coupé. Et on a de nouveau le son direct, entre guillemets, en tout cas le son des bagnoles. Et puis à la toute fin du générique de début,
vous avez de nouveau la guitare. Qu'est-ce que c'est que ça? Soit toi, tu mets de la guitare, soit t'en mets pas, Robert. C'est ce que je lui ai dit au mixage. Tu choisis, enfin, il n'y a pas de... Bon, ce qu'on pourrait dire là, moi, ce que je perçois là, c'est une sorte de duel entre la guitare, qui pourrait incarner... Bon, bah, c'est l'art, hein, donc c'est la spiritualité, c'est l'amour, c'est un peu tout ça, et les moteurs. C'est un duel. C'est à qui est-ce que de la guitare va réussir à percer les moteurs? Est-ce que les moteurs vont s'imposer à la guitare? J'interprète peut-être un peu trop. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'en fait, c'est quand même ça qui se passe sonorement. Et que là, ce que vous propose dès le générique Bresson, c'est ce que je pourrais appeler une espèce de dramaturgie du son. Un son qui s'oppose à un autre. Vous voyez, le son des guitares contre le son des bagnoles. Et je pense que ça dit tout de lui, ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui crée vraiment une dramaturgie de la matière tout le temps. C'est comme ça qu'il écrit en fait ces scènes. Il prend 2-3 composants matériels comme ça et il les fait jouer ensemble et c'est ça qui va faire signifier quelque chose. C'est ça qui va dire les choses. C'est ça que je l'appelais fondamentalement le cinéaste le plus matérialiste de l'histoire. Je pense que j'exagère un peu, on en trouverait d'autres, parmi lesquels beaucoup de très très grands cinéastes. Mais oui, Bresson, c'est quelqu'un qui d'abord, comment dire, compose avec des choses élémentaires, ce que lui il appelait le cinématographe. Pourquoi est-ce qu'il disait cinématographe, ce qui paraît toujours un peu précieux et pédant, qu'il opposait au cinéma? Et il disait il faut faire du cinéma qui soit purement du cinéma. Mais qu'est-ce que ça veut dire purement du cinéma? Ça veut dire faire des choses au cinéma que seul le cinéma peut faire, que le cinéma peut faire avec ses moyens propres. Par exemple, les gestes, vous trouverez, il n'y a pas un art qui égale le cinéma sur les gestes. Peut-être le théâtre. Peut-être le théâtre. Mais il faudrait voir encore comment. Mais le cinéma est très très fort sur les gestes. En littérature, c'est très très difficile de décrire un geste. Vous n'y arriverez jamais, vous courez toujours après. Un geste, hein, je dis bien. La peinture, hélas, avec tout le génie des peintres, ça reste quand même difficile de vraiment faire éprouver le mobile, ce qui bouge. Non, dans le geste, donc essayer d'écrire des films ou de mettre au point une méthode de tournage et un art cinématographique qui fasse au cinéma ce que seul le cinéma peut faire. C'est ça, en fait, qu'il appelle du pur cinéma. Et ce que seul le cinéma peut faire, eh ben, c'est aussi matérialiste que Bresson l'est. C'était une espèce de système d'agencement de la matière, avec des choses extrêmement rudimentaires et bricolées que j'ai essayé de décrire aujourd'hui. Vraiment, c'est de ça qu'est fait fondamentalement l'art de Bresson, même si après, on peut lui faire dire beaucoup de choses métaphysiques. Et on en arrive à cette chose très étonnante, à savoir qu'un des cinéastes réputés comme étant un des plus mystiques de l'histoire du cinéma français est aussi sans doute celui qui ne fait que brasser de la matière. Évidemment, à beaucoup, ça paraîtra un paradoxe, mais à moi, pas du tout. Mais je vous laisse réfléchir à la raison pour laquelle ça n'est pas un paradoxe. Merci, je m'arrête là. On va faire tourner un peu le micro, qui est un objet. Donc on est bien dans la soirée, quoi, une soirée spéciale objet. Les gens qui n'aiment pas l'échange s'en vont, n'aiment pas la discussion, ils n'aiment pas l'humain, ils n'aiment pas la rencontre. Vous êtes tous des Jacques. Mais ça joue le PSG ce soir? Ah oui. Contre qui? Ah oui, c'est vrai, oui. Oui. Voilà, c'est bon. Mais de toute façon, ils jouent à quelle heure, Paris? Ah ouais, d'accord, ok, bien sûr, ok, je comprends. Respect. On leur donne du Bresson, ils regardent le PSG. Génération de merde. Alors, qui veut s'exprimer? Parce que Jeanne va donc... c'est beau. Ah, pardon, c'est déjà bonsoir. fait. Bonsoir. Alors, d'abord, prénom, âge. On fait toujours comme ça ici. Alors, Hervé, 50 ans. Waouh, ça passe, hein? Voilà. Ouais. Et justement, c'est à propos de la date de naissance et de mort de Bresson. Il était très, très organisé. C'était un homme de son siècle. Et donc, il est né 1901 ouais. et décembre 1999. Il ne voulait pas déborder. C'est vrai, ouais. Voilà. Ok, merci. Et sinon, en fait, je l'avais vu une fois le film seul. Il a aussi, je le connais, il a aussi des trucs normaux des fois. Donc là, tu vas dire un truc normal. Ouais, je l'avais vu seul une fois, j'avais beaucoup aimé. Et là, de le voir dans une salle de cinéma, il y a eu des rires et j'ai été très étonné, moi aussi, de le trouver drôle.
Est-ce que finalement c'est le film le plus comique de Bresson? Ouais. Mais je savais pas que ça avait ri dans la salle, mais oui, à oui. plusieurs moments. Ouais. Après, de temps en temps, je pense qu'il peut y avoir, quand on découvre un Bresson, quand on n'est pas très familier, il peut y avoir un rire, genre presque de gêne, d'embarras. Genre. Je pense qu'il y a un peu ça aussi, quoi. Qui vaudrait, je pense que si les mêmes avaient vu Pickpocket, ou peut-être que ça aurait suscité la même réaction. Je présuppose que parmi vous, certains voyaient leur premier Bresson. C'est des choses qui arrivent dans la vie. Il faut bien commencer à un moment. Donc je pense qu'il y a ça. Après, celui-là, quand même, me paraît son comique, quand même un trait souterrain. Il ne faut peut-être pas exagérer. Il n'y a pas des gags caractérisés. Je pense que son comique éventuel viendrait d'un regard un peu facétieux que porterait Bresson sur ses personnages. Pas un regard méchant. Il n'y a pas de méchanceté chez Bresson. Il n'y a pas comme ça de dépréciation un peu bête. Genre, regardez-moi ces jeunes cons qui vivent dans la lune. C'est pas ça. Il y a toujours même un peu de tendresse, je pense. Je pense même qu'on voit bien que Bresson est un peu... C'est étonnant ce qu'il fait, d'ailleurs, qui va se traduire dans son film d'après, qui est... Non, alors, il y a d'abord Lancelot du Lac, il a fait Lancelot du Lac, Bresson, et après il a fait un truc qui s'appelle L'Odia, probablement, qui est vraiment un film très très noir, et où il filme vraiment des jeunes gens, des jeunes, qu'on pourrait presque dire des jeunes rebelles, d'ailleurs, jeunes gauchistes pratiquement, des jeunes anarchistes, et je pense qu'il a une certaine tendresse pour eux, et donc il a aussi une certaine tendresse pour le sécessionniste Jacques, et y compris pour cette espèce de population des bords de quai, là. Oui, je crois que oui, Bresson les regarde avec une certaine tendresse quand même. Ils ont bien raison de faire sécession quand même dans ce monde un peu pourri et dans cette ville polluée et pleine de bagnoles. Voilà. Et je crois qu'il a donc une certaine tendresse pour ces personnages, mais quand même une certaine facétie devant leur... Oui, il y a quelque chose de fondamentalement comique dans le personnage de Marthe quand même. Quand même. Notamment tout le texte qu'elle a sur... que j'ai un peu dit tout à l'heure, mais je ne sais plus du détail, mais c'est vrai que ça a pissé de rire. Ah, quel dommage que celui que j'aime n'ait pas toutes les qualités que toi tu as, Jacques, que je n'aime pas. Enfin, oui, donc on est arrivé à un tel point de déboussolage ou de désancrage des personnages qu'ils en arrivent à produire des effets comiques, quoi. Ouais. Mais bon, ne mentez pas à vos amis en leur disant que pour passer un bon 31 décembre, on va se passer 4 nuits d'un rêveur, quoi. Non, c'est juste pour ajouter une petite note biographique. Il a commencé par un film burlesque, quand même, Bresson, Affaires publiques. Ah, c'est un court-métrage, ça. Oui. Baby inaugure. Enfin, pour dire, c'est vrai. Ouais. Les gens le sachent. Non, mais en plus, je pense que quand je parle d'acte, évidemment, on reconnaît la bonne tradition. Il y a une bonne tradition de gens. Une bonne lignée. Non, c'est tous les gens qui adorent Chaplin. C'est toujours un bon signe. Quoi qu'on pense de Chaplin par ailleurs. Et donc oui, je pense que oui. Bresson, il a grandi avec le muet et il a grandi notamment avec le burlesque. Hein. Donc c'est pas étonnant qu'il ait fait ce premier film qui est très très difficile à voir d'ailleurs et qui était un burlesque. Oui. Il est sur YouTube ? Non. C'est très difficile à voir ça. D'accord, je le regarderai demain. Non, parce que j'avais voulu le voir il y a longtemps, mais peut-être que YouTube n'existait pas. C'est en 1987. Non, mais oui, c'est vraiment intéressant de voir qu'il a commencé par là. Enfin, très bonne incise, monsieur, si je peux me permettre. J'aimerais dire quelque chose. Eh ben, c'est le moment. Et c'est parfait. Enfin, aborder un thème qu'on n'a pas abordé par rapport à ce film jusqu'ici, c'est celui de la couleur. Parce que tu as quand même beaucoup parlé des gestes et du mouvement. Mais par exemple, tu as beaucoup parlé je sais pas, de la main, mais il y a aussi la main fripée qui joue de la guitare. Et moi, une qui m'a beaucoup intrigué, c'était la main remplie de peinture la première fois qu'elle regarde sa main. Et notamment le fait qu'à la fin, tu dis... oui, ils se tiennent la main, mais enfin bon, c'est quand même pas le truc le plus doux et romantique qu'un réalisateur pourrait filmer. Bah oui, mais en même temps, le premier truc qu'elle a fait en le rencontrant, c'était d'hésiter à lui prendre la main. Elle a regardé sa main. En tout cas, on peut s'imaginer son hésitation. Et, parce qu'il a la main sale, tu crois ? C'est ça que tu es en train de dire ? Parce que quoi ? Il a la main pleine de peinture, donc elle se dit ouais, je vais pas tripoter ça. Non, mais la première chose qu'elle a regardée, c'est quand même sa main, ce qui est quand même pas anodin chez Bresson. Okay. Et les couleurs qu'il y avait dessus, qui caractérise aussi son activité de peintre. Et
Je trouve que c'est quelque chose qui persiste. Il y a des couleurs qui quand même ressortent, beaucoup de bleu évidemment dans ce film, mais aussi du rouge, l'écharpe qui lui offre à la fin. Et moi, ça m'a fait penser au fait que sur le dernier plan, il peint en rouge. Et moi, je me suis imaginé qu'il tombait énormément amoureux et que, en fait, il avait peint énormément de personnes qu'il avait pu rencontrer. Et une fois qu'il les abandonne, une fois en tout cas que c'est plus forcément possible, eh bien, il se met à les peindre. Et en fait, c'est que, ça rejoint ce dont on a déjà parlé, mais c'est qu'au moment où c'est véritablement inaccessible, que finalement c'est véritablement pour lui et qu'il se fait quelque chose de propre. Et je trouve que ça passe aussi par la couleur dans ce film. D'accord. Ça va. Je ne peux que souscrire. Mais ça me fait penser à cette phrase de Jacques, évidemment, qui est une phrase oxymorique, en fait, qui est si tu savais le nombre de fois où je suis tombé amoureux. C'est une phrase oxymorique, fondamentalement. En tout cas, si on est sur un schéma que l'amour est unique ou n'est pas de l'amour, on n'est pas obligé d'adhérer à ce schéma, mais je pense que c'est un schéma qui a quand même suffisamment opéré dans l'histoire et qui travaille Bresson, je pense, pour dire que voilà, il est dans la multiplicité même de l'amour est une sorte de paradoxe interne et de contradiction interne. Mais on a l'impression qu'il tombe amoureux à chaque fois. Et oui, on peut supposer que de l'amour, il fait quoi ? Des couleurs, de la peinture, il en reste ça, il en reste de l'art, il en reste des récits. C'est ça qui l'intéresse, quoi. Peut-être que c'est ça. C'est peut-être le portrait d'un artiste, envisagé comme une personne que la vie n'intéresse qu'en tant qu'il peut en faire de l'art. Ce serait une façon assez flatteuse de voir Jacques. C'est pas ce que tu dis, mais je prolonge. Ouais, à voir. C'est un personnage passionnant, Jacques, parce que c'est aussi ça qu'aide, si vous voulez, le fait de ne pas avoir recours à des acteurs, parce que, encore une fois, je ne veux pas en rajouter toujours des caisses contre les acteurs, même si c'est toujours un plaisir, mais quand même, c'est central, cette affaire. Vraiment, c'est central. Et oui, un acteur peut de toute façon vous imposer une interprétation. D'ailleurs, un acteur est un interprète. Bresson ne voulait pas que ses acteurs soient des interprètes, il voulait que ce soient des modèles. Parce qu'un acteur vous propose une interprétation et il vous l'impose d'une certaine manière. Je vais la jouer comme ça et pas autrement. D'une certaine manière, c'est une façon de restreindre le personnage. Là, vous auriez pu rêvasser autour du personnage longtemps, en dire ceci, en dire cela. Tiens, ah oui, mais Jacques, ça pourrait être aussi ça. L'interprétation de l'acteur qu'il vous impose par son faciès, ses mines, ses gestes, ses machins, sa technique d'acteur, eh bien, réduit le champ interprétatif. Tout simplement. Les interprètes réduisent le champ interprétatif. L'avantage avec les modèles, c'est qu'ils sont une espèce de page blanche sur lesquelles Bresson peut écrire un peu ce qu'il veut et sur lesquelles nous-mêmes, nous pouvons écrire plein de choses. Et il y a tout un tas de personnages de Bresson comme ça qui emportent un peu leur mystère parce que précisément, ils n'ont pas été capturés par une interprétation d'acteur. Vous ne trouvez pas que le personnage ressemble beaucoup à Bresson lui-même, donc même dans la coiffure, la veste en velours côtelé Ouais. Je pense que de toute façon, les hommes chez Bresson sont toujours un peu des jeunes hommes assez propres sur eux, bon teint. On verra dans le Diable probablement, c'est un peu ça. Même dans L'Argent, même dans là, quand il s'est mis à beaucoup filmer des jeunes. D'ailleurs, c'est très étonnant vers la fin de sa vie. Et oui, là, comme Bresson a d'abord été peintre avant d'être cinéaste, nous avons un personnage de 25 ans qui est peintre. On se dit une sorte d'autoportrait, un petit peu de Bresson, peut-être des années d'errance qui ont été un peu les siennes, peut-être des années où il se cherchait, ces années où il était un peu à volo, comme ça, flottant de sollicitation en sollicitation. D'ailleurs, on voit qu'il n'a pas encore choisi son art, notre ami Jacques. Ça peint, ça écrit pas, mais ça dit, c'est roman. Et je pense que Bresson a été probablement, a eu, je ne connais pas mal la biographie de Bresson, je connais essentiellement ses films, mais je pense que sa période pré-cinématographique a dû être un peu torturée comme ça, quoi, en tout cas un peu flottante et un peu indécise. Et c'est cette indécision qui est peut-être qu'il est en train, peut-être un élément autobiographique, il ne faut pas le négliger. Et il se moque un peu de lui-même, du coup, je crois. Oui, bonsoir. C'était juste pour revenir sur la question d'avant. Si je ne me méprends pas, je pense que le tableau, il était déjà en train de le peindre avant qu'il rencontre Martha, ou en tout cas qu'il tombe amoureux d'elle. Et l'écharpe, on voit que c'est aussi lui qui saisit l'écharpe et qui la met autour du cou de Martha. Donc je pense que ça rejoint encore le fait que, comme vous disiez,
l'idéalisme qui s'incarne en lui et l'idée que il va mettre Martha dans une position qu'il connaît déjà, dans une idée d'elle qu'il a déjà. Donc il l'a fait s'inscrire dans un mouvement qu'il a déjà en tête, quoi, la case dont vous aviez parlé. Et si j'avais une question, c'est juste aussi, on voit pas de travail, de travail en termes de gagne-pain. Et donc je me demandais s'il y a un lien quelconque avec le fait qu'on ne voit jamais les personnages travailler, être à l'œuvre, à leur boulot, quoi. Je pense qu'en l'occurrence, on peut quand même deviner que justement, Jacques est dans une sorte. L'important, c'est que Jacques il flotte. Il faut qu'il flotte. Donc il faut pas. Je crois qu'il était important dans sa caractérisation concrète qu'on ne le voit jamais travailler. On voit bien cette espèce de période un peu étudiant, peut-être étudiant, bon, il a fait les Beaux-Arts, voilà ce qu'on sait de lui. Il a peut-être arrêté les Beaux-Arts. Alors maintenant, qui c'est qui paye l'appartement? Bon, peut-être qu'il y a papa et maman derrière, puisqu'il a l'air plutôt... Il habite d'ailleurs un quartier plutôt... oui, un Paris pas chic, mais huppé. Bon, mais je pense que c'est vraiment important qu'il soit désœuvré. Ça, c'est très important dans la caractérisation du personnage, dans une grande tradition d'ailleurs de personnage de roman, quoi. Le jeune homme de 25 ans qui ne sait pas quoi foutre de sa vie, qui hésite entre plein de trucs, qui glande, qui balade dans la rue, qui voit des femmes, qui tombe amoureux à chaque fois. Voilà. Dans le cas de Marthe, elle est étudiante. Voilà, c'est important. Les livres sont importants pour Marthe d'ailleurs. Et oui. Il y a un truc d'ailleurs que j'ai pas dit, mais il y a cette espèce de pile de livres que lui laisse l'étudiant. C'est très étonnant, ça encore. Tu prêtes un livre, tu prêtes pas une pile de livres. Donc là, toujours, je pense que quand même dans l'art de Bresson, il y a parfois un peu de forcer le trait, comme on peut le faire en peinture aussi parfois. D'espèce de grossir un peu le trait, on réduit puis on grossit. Donc il n'y aura pas un livre, il y en aura 10, quoi. Donc on est quand même aussi dans des gens qui justement pêchent un peu par pénurie de réalité et vivent un peu dans les livres. Disons-le clairement, hein, je veux dire. Il y a un geste que fait Marthe qui est tout à fait dingue aussi, quand elle se suicide, quand elle va se jeter du pont, là, elle pose un livre sur le... C'est que ça, quand tu vas te jeter dans la Seine, t'emportes un livre, toi, vraiment, franchement ou... Donc je pense qu'il y a vraiment, c'est peut-être d'avoir lu trop de livres qui fait qu'elle en arrive à cette idée qui est toujours l'idée la plus perverse qui soit, sans jugement aucun, à savoir mettre fin à ses propres jours. Ça lui est monté à la tête, les livres lui sont montés à la tête, ce qui est aussi un lieu commun de la littérature du 19e, Madame Bovary en premier. Mais oui, je pense qu'il faut absolument, justement, pour constituer ces personnages comme idéalistes, mais dans le sens le plus profond du terme, il faut absolument ne pas les voir s'articuler à de la réalité, chose qui a lieu dans le travail. Le travail, c'est ce par quoi, quand même, on attrape une réalité. Enfin, ça dépend des jobs, mais des travaux dignes de ce nom. Des travaux dignes de ce nom. Mais il y a souvent comme ça un certain flottement dans les personnages de Bresson. Je pense qu'il faut l'admettre comme ça. Et puis aussi savoir que Bresson n'est pas un marxiste. Bresson n'est pas exactement dans la sociologie, même si je trouve qu'il y a une grande force sociologique de pas mal notamment de ses derniers films. Mais il n'est pas là-dedans. Le réalisme qu'il vise n'est pas celui-là. N'est pas un réalisme social dans ce sens-là, pas du tout. Il vise autre chose. Il vise peut-être quelque chose qui est encore plus réel, et qui serait infraréel, que j'ai essayé de décrire. Pas des catégories comme ça, je pense pas. Alors, lui-même était un bon bourgeois. C'est ça qui est dingue avec Bresson, c'est qu'il fait des trucs un peu dingues comme ça. C'est une espèce de bon bourgeois catholique, Bresson, qui a fait un bon mariage d'ailleurs, qui lui a permis de financer quelques films. Ouais, ils sont malins dans la bourgeoisie catholique, ils savent faire des bonnes alliances. Non, mais c'est un bon gars, c'est un vieux monsieur très poli. Enfin, je dis vieux, en tout cas. Vers la fin de ses jours, il était assez vieux, alors qu'au début, moins. Non, oui, c'est ça qui est fou, c'est que ce type est pondu une cinématographie ou une esthétique ou une poétique cinématographique tout à fait singulière, alors que, franchement, c'était parti pour être quelqu'un d'assez conventionnel, quoi. Ouais. Bonsoir, merci pour cette analyse. On verra demain celle sur l'étranger, oui, de François Ozon. Et oui, Shiva intervient demain sur François Ozon. Ce qui n'est vraiment pas de chance. C'est quoi, c'est un gage? Tu interviendras sur un film d'Ozon, tu sais, le truc vraiment. Oui, mais c'est exceptionnellement un bon film. En tout cas, une adaptation plutôt correcte. Un bon film de François Ozon, c'est
Comme C'est rare. j'ai été amoureux plein de fois. C'est un oxymore. Vas-y. Tu as très bien parlé de l'intérêt de Bresson pour la métaphysique à travers les choses, Par la les métaphysique, choses oui. matérielles et des objets. Est-ce que pour toi, il a fondamentalement un regard critique, voire ironique vis-à-vis de l'idéalisme, pas seulement l'idéalisme du personnage, mais d'une manière générale, à travers une mise à distance avec le personnage? De toute façon, c'est toujours une question qui est un peu spéculative, qui est toujours difficile à trancher, parce que qu'est-ce que c'est que le sentiment d'un cinéaste vis-à-vis de ses personnages? En fait, le sentiment qu'un cinéaste a vis-à-vis de ses personnages ne se comprend clairement que chez les mauvais cinéastes. Parce que là, on voit au premier plan que lui, il l'aime pas, lui, c'est un méchant, lui, il l'aime beaucoup, lui, il se fout de sa gueule. Et ce qui est beau chez les cinéastes un peu plus intéressants, c'est que notre religion n'est pas toujours faite par rapport aux personnages, parce que la religion elle-même de Bresson, par rapport à sa personnage, n'est pas faite. Je pense qu'il est ambivalent, je pense qu'il y a de lui dans Jacques, donc il porte sur Jacques un regard, le regard attendri et légèrement auto-ironique qu'on peut porter sur le jeune homme qu'on a été quand on commence à avoir un certain âge, surtout quand on était un peu perdu comme ça. Mais je pense qu'il y a une espèce de un truc que je retrouve chez Rohmer. Enfin, plus ça va, bon, c'est pas d'hier qu'on rapproche ces deux-là, mais il y a vraiment ces deux-là qui ont cheminé d'ailleurs côte à côte en ayant des rapports, je ne sais pas exactement lesquels, mais Rohmer et Bresson, c'est quand même assez fou. Et ils ont quand même par-delà plein d'autres choses en commun. Cette espèce d'ironie tendre portée sur les personnages. Parce que je pense qu'il y a quand même de la tendresse. Oui, vous êtes en train de péter les plombs, vous êtes en train d'idéaliser tout, mais d'une certaine manière, comment vous en vouloir de vouloir vous échapper dans un réel aussi prosaïque que celui de la vie moderne, de la vie contemporaine. Donc oui, moi je sens... Ils sont paumés, mais il y a toujours, il y a toujours quelque chose d'émouvant chez les gens paumés, quoi. C'est des âmes perdues, comme on pourrait dire. C'est des âmes perdues au sens chrétien du terme. Mais les âmes perdues, on ne les voue pas aux enfers, on essaie de les sauver, on essaie d'en sauver quelque chose, quoi. Qu'est-ce qui est sauvable chez Marthe et Jacques? Bon, à chaque spectateur de voir. Oui. Oui. Parce qu'ils ont pitié, tu crois? Ouais. Bon, c'est souvent ça le stop d'ailleurs. Je veux dire, moi j'en ai beaucoup fait. Il y a un moment, les gens ont pitié de vous, quoi. Après, il y a ce geste qui est quand même important, je pense, à ce moment-là. C'est où voulez-vous aller? Advienne que pourra. Je me laisse porter. On a vu ça avec Bénis Vidéo aussi, le côté aléatoire, indifférent des choses. Ça pourrait tourner comme ci, ça tourne comme ça. Il y a un grand thème, évidemment, qui est un thème très fort chez Bresson, c'est le hasard. Il l'a même mis en titre d'un de ses films. Ouais. Ce qui est toujours une espèce de peur un peu chrétienne, c'est que le monde soit voué au diable. Et le diable, c'est quoi? C'est le hasard. C'est qu'il n'y a plus de sens, quoi. Il n'y a plus de principe directeur. C'est comme si Dieu avait quitté son navire, quoi, et que donc le monde était voué non pas tant au mal qu'au chaos, à l'aléatoire, des choses comme ça. Tout ça travaille évidemment Bresson. J'en ai peu parlé ce soir parce que je pense que ça vaudrait pour tous ces films. Et là, j'avais envie un peu plus de caractériser celui-là, mais ça vaut pour Dostoïevski, bien sûr. Tout Dostoïevski, c'est ça. Oui. Bonsoir. Moi, ma question était sur en fait, tu en as parlé un petit peu tout le long, mais sans aborder le mot. C'est la question du montage, qui est, entre guillemets, le langage propre du cinéma, donc sans rentrer dans faire des marécages théoriciens. Mais du coup, tu as beaucoup parlé de tout ce qu'il utilise justement pour le montage. On sent que c'est écrit pour faire ça. C'est son utilisation des gestes, c'est son utilisation du son, les pas, et comment son montage, en fait, on fait un flux continu. Et ça permet de rejoindre à la fois, tu dis, à la fin, il va aller pur vers ce qu'il y a de plus propre au cinéma. Et tu disais au tout début, mais qu'est-ce qui rend un film de Bresson aussi hypnotique? Et en fait, on voit que tout son cinéma, c'est aller pur pour attirer le regard et l'oreille sur des éléments très simples qui lui permettent de monter de plan en plan dans un flux continu dont on ne sort pas. Et là, on a vu quelque chose qui dure 1h30 à tout casser. On a l'impression que ça a duré moins d'1 heure, en fait. Je ne sais pas si tu as un avis sur ce montage. Pardon. Non, mais écoute, j'aime beaucoup ce que tu dis. Je pense que ça fait partie du secret, tout à fait, absolument. Je ne vais pas parler du montage, parce que pour moi, c'est presque induit dans tout ce que je dis. Ouais, je pense que là, tu touches un truc très fort. Et en plus, ça me plaît d'autant plus que je pense que ça fait...
tu donnes une clé de ce qu'est vraiment l'expérience physique d'une réception de Bresson. Ouais. Et que oui, effectivement, bien sûr que d'en passer par les objets, par les gestes, par les plans serrés, par des plans coupés, permet des libéralités de montage qu'on n'aurait pas avec des acteurs ou dans une stratégie de filmer du théâtre, comme dirait Bresson lui-même. C'est évident. Et donc ça crée, c'est vrai qu'il y a des... Vraiment, là, je pense que là, tu es en train de... Oui, tu touches un truc, vraiment. Ouais. Ce qui va me faire réfléchir. Je peux te le dire. Tu parlais de Romer, tu as parlé aussi tout à l'heure d'Eustache, notamment avec La maman et la putain, dans laquelle je crois il y a l'actrice de Marthe dedans, notamment. Ben oui. Et ça parle de Bresson, d'ailleurs. Ben oui. Et je trouvais ça intéressant, justement, de voir avec ce film le rapport à la ville, la manière de filmer la ville, etc., qui est presque... on a l'impression que c'est un héritage de la Nouvelle Vague, qu'il a inspiré lui-même, quoi. Du coup, il y a une espèce d'aller-retour, de filmer cette jeunesse, de filmer ces hippies, de filmer cette ville, etc., de cette manière. Je trouve qu'il y a un rapport quand même assez concret de voir comment est-ce qu'un cinéaste aussi important se fait influencer par des cinéastes importants qu'il influence lui-même, quoi. Bah, ça me fait bien plaisir ce que tu dis. J'y avais jamais pensé, mais ça me fait bien plaisir parce que ouais, ça nous sort un peu d'un un des trucs que je déteste le plus dans le film de Linklater, d'ailleurs, mais que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, donc je vais pas... C'est ce côté transmission univoque, là. C'est-à-dire, ah bah oui, nous, la Nouvelle Vague, on a 30 ans, notre maître Bresson, ah, on l'écoute, il a des trucs à nous dire, ou Rossellini, voilà. Et on oublie qu'effectivement, Bresson continuait à opérer à ce moment-là, et que même peut-être ses meilleurs films étaient encore devant lui, ça dépend des jugements, mais c'est tenable comme position, et que peut-être lui-même s'est inspiré des jeunes Turcs et des jeunes loups affamés de la Nouvelle Vague. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça, et ça me paraît très juste comment ça peut marcher dans les deux sens. Mais oui, sur la ville, oui, je disais La maman et la putain, et ce film notamment. Oui, vraiment, il y a des trucs qui sont pratiquement directs. Et je pense qu'entre l'errance de, comment il s'appelle, Alexandre dans La maman et la putain, son rapport à la ville, son rapport à la multiplicité féminine, notamment au début du film, et ce qui se passe avec Jacques dans 4 nuits d'un rêveur, il y a vraiment une continuité. Mais de toute façon, Eustache a souvent dit sa grande admiration pour Bresson. Hein, comme tant d'autres, quoi. Voilà. On tourne toujours en rond sur cette question. Qu'est-ce qui leur attend plus chez Bresson? Bon, j'ai essayé de donner 2-3 trucs aujourd'hui, mais cette question est infinie. Une petite dernière peut-être, ou pas d'ailleurs? Non? Et ben voilà, bon, on va s'arrêter là, comme ça on pourra s'arrêter tôt pour une fois. Enfin, relativement tôt, parce que j'ai parlé longtemps, je crois, je m'excuse. On se voit la prochaine fois avec le film le plus bressonien de Piala, son premier et un des plus beaux films du monde, comme je le dis souvent, L'enfance nue. Et c'est le 16 décembre, je crois. Bonne soirée.